concernant la station des Menuires. Donc vous verrez, il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis de nombreuses années. On s'inscrit dans la continuité justement de ce qui a été fait, mais on a souhaité un petit peu réajuster certaines choses, ou en tout cas travailler sur quelle vision on aurait des Menuires dans 10 ans. Alors en guise d'introduction, on va vous mettre une petite vidéo, et puis après on va lancer les débats. C'est parti. C'est beau chez nous. Alors vous verrez, on vous a réalisé une petite surprise à la fin. Alors pour commencer cette soirée, eh bien, je voulais qu'on accueille sur scène Monsieur le maire, André Plaisance, maire de la commune des Bellevilles, et Monsieur Philippe Pouchel, président de l'Office de tourisme des Menuires et de Saint-Martin. Ne tombez pas. Alors, vous serez en quelque sorte les témoins de cette démarche. Monsieur le maire, je vais vous passer un micro. Est-ce qu'il marche? Oui, il marche. Pas de souci. C'est un moment important dans la vie des Menuires. On essaye de donner une vision à 10 ans. On sait qu'on est sur un marché concurrentiel. On sait que la concurrence est rude pour les stations de sport d'hiver. On a la chance d'avoir dans la vallée 3 grandes stations de ski. Pour vous, une telle démarche, ça représente quoi ? Je vais naturellement répondre à votre question, mais avant cela, je voudrais à mon tour vous remercier chaleureusement, toutes et tous, de votre présence. C'est une réunion importante qui a été préparée de façon remarquable. Et je veux remercier chaleureusement Marlène Giacometti, la directrice de l'Office de tourisme et de la centrale, et son équipe, qui, avec l'assistance de personnes spécialisées que vous découvrirez tout à l'heure, et bien sûr avec Grégory Guzot, le directeur de l'Office de tourisme et de la centrale de Val Thorens, mais à qui nous avons confié une mission par rapport au comité stratégique de Valais que nous avons constitué avec tous les principaux responsables des services municipaux, publics, parapublics, dont nous nous réunissons régulièrement. Et Grégory a été missionné pour exercer une fonction d'expert tourisme Valais au sein de ce comité de réflexion stratégique. Dans ce cadre, il a été amené à épauler Marlène pour le travail très important, vous allez le découvrir tout à l'heure, qui a été réalisé. Je voudrais remercier aussi naturellement les membres du conseil d'administration qui sont beaucoup investis. Donc c'est un travail important. Et je réponds maintenant à votre question. Qu'est-ce que ça m'inspire? Eh bien, je voudrais vous dire que si ce travail, nous ne l'aurions pas fait, eh bien, ça ne serait pas normal. Voilà. Donc nous ne faisons en fait que faire notre travail. Mais celui-ci est indispensable. Compte tenu du contexte de concurrence
de toutes les stations françaises, étrangères. Alors, naturellement, toutes n'ont pas le même positionnement, mais néanmoins, nous avons de très fortes concurrences internes et à l'international, et il faut donc sans arrêt se remettre en question. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un travail qui se poursuit, qui a commencé à un moment donné, le positionnement, voilà, qui a commencé à Val Thorens un peu plus tôt qu'au Ménuire. Et une fois qu'on a commencé, on ne l'arrête pas. Il se poursuit, il faut toujours se remettre en question. Et c'est ça qui est important, pour rester dans le peloton de tête des grandes stations internationales. Nous avons des points forts, bien sûr, heureusement, nous en avons beaucoup. Et puis, il y a sans arrêt des points d'amélioration. Et c'est là qu'il faut vraiment travailler, quoi. Nous le savons, nous le savons. Tous, nous avons des points d'amélioration. Ça ne concerne pas que les services publics, ça concerne tout le monde. Il faut prendre conscience de ça. Et dans le séjour du client, il faut qu'à tout niveau de ce séjour, là où il va, ce client, eh bien, il soit satisfait. Voilà. Alors, nous avons parfois des impondérables qui arrivent. Nous savons bien, et nous ne sommes pas contents, quand les ascenseurs tombent en panne, par exemple, qu'ils ne sont pas dépannés assez vite, qu'une remontée mécanique tombe en panne. Et puis, on n'a pas de réducteur immédiatement sous la main, donc on n'est pas content. Ce sont des impondérables. Mais il faut veiller quand même à ce que ces impondérables, on en ait le moins possible. Et pour ça, il faut anticiper. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est de travailler ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Tous tourner vers le même objectif, qui est la satisfaction de nos clients. Voilà donc ce que ça m'inspire. Une démarche à laquelle on vous demandera, bien entendu, d'adhérer. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Eh ben merci, monsieur le maire. Je crois que les choses sont posées. Je crois qu'on peut vous applaudir. Je crois que l'ambition est fixée, le cap est fixé. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je vais donner la parole à Philippe, président de l'Office du tourisme, avec une question un petit peu différente. Je voudrais savoir, toi, en tant que président de l'Office, comment, avec les équipes, vous y êtes pris pour monter une telle démarche? Alors merci Greg, bonjour à tous. Alors moi je n'ai pas les talents d'orateur de notre maire, ni les talents de tribun, puisqu'en ce moment on en parle beaucoup, donc j'ai besoin d'un petit papier. Donc vous m'excuserez, mais je ne sais pas faire autrement. Alors je vous explique en quelques mots notre cheminement qui a demandé un travail approfondi et méticuleux. Alors dès l'automne 2012, ont été lancées les premières réflexions concernant le positionnement des Ménuires et de Saint-Martin-de-Belleville. Et donc nous avons réalisé des enquêtes auprès de milliers de clients, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en souviennent, et de centaines de professionnels de nos deux stations. Et pas mal d'experts se sont également exprimés sur le sujet. Alors suite à cette étude, le choix s'est imposé d'une séparation complète des stratégies des Ménuires et de Saint-Martin. Et cette volonté, elle a abouti dans un premier temps à la création de la marque Be My Guest, que tout le monde connaît bien, et qui correspond tout à fait au positionnement de Saint-Martin-de-Belleville et des villages environnants. Donc ce qu'il faut, sur les Ménuires, on n'a pas eu le temps et ni les moyens de tester en profondeur les concepts comme pourraient le faire de grandes marques comme Danone et Coca-Cola, par exemple. Nous avons donc utilisé pendant 2 ans ces mêmes outils qui étaient à notre disposition. Alors, je voudrais souligner également que les profondes modifications, il y a eu des profondes modifications des métiers de la communication dans nos stations, et notamment les supports de communication qui ont prévalu jusque-là. Alors, bon, la télévision, la presse, les brochures, etc., eh ben, ça ne suffit plus face à l'ampleur du développement des nouveaux outils de communication, Internet, bien sûr, et les réseaux sociaux. Donc on a dû s'adjoindre de nouvelles compétences qui ont été pour être adaptées à cette évolution, comme la gestion de la relation client, qui est une démarche de marketing global. N'est-ce pas? C'est ça. Bon. Bien, mon cher. J'interroge monsieur le professeur et les spécialistes universitaires, comme sur la question. Non. Je souligne donc à cette occasion le travail exemplaire accompli jusque-là, qui a permis aux Ménuires de rester dans le pelon de tête des grandes stations françaises et internationales. C'est pas une mince affaire quand même. Donc merci au travail de ceux qui ont précédé donc, cette démarche. À l'automne 2015, il y a 1 an et demi, et avec le recul, nous avons ressenti le besoin d'approfondir et d'aller plus loin dans la démarche.
car nous nous rendons compte qu'elle n'est pas totalement utilisable et aboutie. Hein. Dès lors, nous avons amorcé des modifications sur les différents métiers de notre office, et vous en êtes certainement rendu compte. Notamment sur l'animation, que nous avons voulu plus démonstrative, hein, en la projetant là où sont nos clients, musique dans les commerces, les shows hebdomadaires hein, sur les bruyères, sur la Croisette. Également un calendrier événementiel en cours de réorientation, hein, donc on a donc des nouveaux événements comme la Yétiresse, et puis on aura beaucoup d'autres encore. La diversification également de nos outils de communication nécessaires à la profonde mutation dont je vous ai déjà parlé. Tous ces changements, vous avez pu d'ores et déjà les constater donc, depuis quelque temps. Nos équipes, avec à leur tête Marlène et la précieuse collaboration de Grégory, et là je t'en remercie, vous proposent aujourd'hui une stratégie globale d'attractivité territoriale, et ce dans la continuité et en cohérence avec les premières analyses. Nous allons donc vous présenter l'aboutissement de toutes ces réflexions. Alors tout d'abord, premier, un état d'esprit unique qui sera le véritable ADN de la station des Menuires, sa colonne vertébrale, car au cœur d'Étrevallée, comme vous le verrez, nous devons asseoir notre originalité et nous démarquer des autres stations amies et concurrentes en nous positionnant sur un créneau spécifique. En deux, une vision commune de l'ensemble des partenaires de la station des Menuires, et nous n'en doutons pas de ce qui fera notre succès. En trois, un cadre de réflexion qui doit servir à chacun pour la mise en œuvre d'actions modestes et pourquoi pas plus ambitieuses, individuelles ou collectives. Et enfin, une boîte à outils permettant à chacun d'être un ambassadeur des Menuires et de mettre à profit cette nouvelle dynamique en surfant sur la vague de son succès. Pour prendre de l'avance sur nos concurrents et affirmer notre position de leader, une seule méthode existe: rendre cohérentes nos communications et nos actions. Il faut être convaincu d'une seule chose: nous avons besoin de tous les acteurs présents pour réussir, car seuls nous ne pouvons rien, ensemble nous pouvons tout. Bravo, voilà. Bravo Philippe. Merci à vous. Alors je vous propose, Philippe et Monsieur le maire, de vous asseoir ici. Vous serez les grands témoins de cette soirée, et puis vous pourrez intervenir bien entendu quand vous avez des questions. Alors, j'aimerais aussi qu'on accueille la cheville ouvrière de tout ce projet. Je voudrais d'ores et déjà remercier Marlène pour tout le travail qu'elle a fait et la passion qu'elle y met, ainsi que toutes ses équipes à la centrale et l'office du tourisme. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Elle le mérite. Elle le mérite, elle est passionnée avec son équipe, ils sont à fond et ils vous ont proposé, ils vont vous proposer ce soir, nous allons vous proposer ce soir, une vision en regardant un petit peu plus loin. Je te laisse la zapette. Alors Marlène, pour toi, quels sont un petit peu les enjeux de cette démarche? Alors, Philippe a utilisé le mot d'attractivité territoriale. Alors, c'est pas un gros mot, et je vais essayer de vous le rendre un petit peu plus accessible que ça. Alors, en fait, on va parler, non pas d'attractivité, mais d'éros. Ça me semble plus sympa. Et pour ça, je vais reprendre des propos que tient Marc Thébault, qui est le directeur de la communication de la communauté d'agglomération de Caen. Et il a développé un concept que je trouve non seulement juste, mais extrêmement parlant. Et il dit tout simplement, est-ce qu'un territoire, les Menuires par exemple, mais une ville, pourrait être comparé à un être humain? Alors évidemment, ses caractéristiques physiques, morales, ses valeurs. Et il se dit, au-delà de ça, est-ce qu'un territoire, comme une personne, pourrait être déprimé, névrosé? Alors peut-être que ça parle à certains, et ce qui m'interpelle, moi, c'est effectivement, si un territoire est névrosé, est-ce que ça peut l'empêcher d'avoir une suffisante estime de lui-même pour oser, pour s'ouvrir, pour changer, pour être créatif? Et donc, il a créé ce concept que je trouve juste... comment dire, compréhensible et puis surtout très 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 parlant et surtout juste. Voilà, il explique que les territoires, en quête de développement en tout genre, d'attractivité, devraient d'abord booster, regonfler leur libido. Alors c'est un peu plus sexy que parler d'attractivité territoriale. Moi ça me parle, Marlène. Ça te parle? Bon. J'espère que ça parle à tout le monde. Quand on parle de libido, qu'est-ce qu'on veut dire? Et quand on parle d'attractivité, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire ça. Est-ce que nous, vous, chaque jour dans vos commerces, est-ce que quand l'équipe presse est en déplacement à l'étranger,
est-ce qu'on a envie de donner envie au quotidien, à nos clients, quand on parle d'éménuire, quand on prend la parole, est-ce qu'on a envie de déclencher l'envie des autres? Et bien en fait, on va parler que de ça ce soir, de comment on fait chacun et collectivement pour donner envie aux autres de venir et de parler d'éménuire. Alors, du coup, Marlène, on est dans une démarche d'attractivité territoriale. Ce serait quoi les grands enjeux clés pour convaincre et terminer de convaincre, je pense, tous les gens qui sont dans la salle? Qu'est-ce que ce serait l'intérêt de participer à une telle démarche pour toi? Alors là, on se place au niveau de la station, d'accord? Ensuite, vous verrez qu'on va rentrer un petit peu plus dans l'entonnoir. Il y a 8 enjeux clés pour l'éménuire, et le premier, effectivement, vous m'entendez bien, c'est de développer l'attractivité, développer la libido d'éménuire. L'attractivité, c'est tout simplement notre capacité, je suis allée un peu trop vite, pardon, notre capacité à attirer, alors effectivement des talents, effectivement des clients, attirer du personnel, attirer des entrepreneurs, attirer des investisseurs. C'est tout ça, développer l'attractivité. Se différencier de nos concurrents, évidemment, André l'a dit à plusieurs reprises, Philippe également, on a de nombreux concurrents, ils ont tous des forces, ils sont tous, sérieux, notamment la Plagne et les Arcs, pour ne pas les citer. Et ce qui est important, c'est de se différencier, non pas en copiant, non pas en enviant, mais en se servant de ce que nous sommes, de notre ADN. C'est en faisant ça qu'on se différencie, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Le troisième enjeu, c'est de moderniser l'image d'éménuire. Alors, ça grésille un peu, non? C'est bon pour tout le monde? Moderniser l'image d'éménuire, la rendre plus contemporaine. Vous avez vu qu'on a pris le parti, grâce à l'équipe de l'Éménuire Tour notamment, de moderniser l'image, par exemple en accueillant la Gay Week, par exemple en accueillant Snow Show. Ça nous permet de donner une énergie nouvelle à la station. Le quatrième enjeu, c'est d'accroître la notoriété d'éménuire. Quand on dit notoriété, alors c'est vrai particulièrement à l'étranger, puisqu'en France on est assez bien placé. La notoriété, c'est notre capacité à être présent dans l'esprit des gens. Et hier, en réunion Trois-Vallées, on a vu qu'on n'était pas si mal, on n'est pas si mal, on est plutôt en train de regagner du terrain, mais il faut effectivement, non seulement qu'on soit présent dans l'esprit, mais également que les gens aient envie de parler de nous, que notre marque soit appropriable, qu'elle soit facilement utilisable. C'est ce dont on va vous parler ce soir. Attirer de nouveaux clients. Quand on dit de nouveaux clients, il y a plusieurs possibilités. C'est attirer de nouveaux marchés. On parle de Chine, on parle de Brésil, on parle d'Ukraine, on parle de Lituanie. Ça peut être de renouveler la clientèle, d'aller chercher des gens qui ne sont pas encore skieurs, de les amener au ski, et puis de reconquérir les jeunes, notamment. Tout ça pourquoi? On est bien d'accord, c'est très clair. Développer nos ventes, développer notre remplissage, parce qu'on est tous là pour ça. Une station qui marche, c'est une station qui est remplie. Et puis le dernier enjeu, moi j'y tiens énormément, c'est développer la consommation en station. J'en parle souvent avec vous quand je passe dans la croisette, dans les bruyères, dans la station. Une station dont les commerces ne sont pas performants, ne gagnent pas suffisamment bien leur vie, c'est une station qui meurt. Et moi je suis convaincue qu'un client qui va avoir l'occasion de vivre des expériences multiples, variées, alors elles peuvent être payantes ou gratuites, effectivement, mais je suis convaincue que c'est en maximisant la consommation de multiples expériences dans tous vos établissements qu'on va satisfaire nos clients et qu'on va en faire des ambassadeurs. Tout ça, évidemment, basé sur un socle qui est la fierté de l'appartenance. Ça paraît tout bête, mais si on n'est pas fiers chacun de ce que nous sommes et si on n'est pas fiers de notre station, je vous assure que ça ne marchera pas. En revanche, si on est fiers, c'est déjà une très 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 bonne base pour avancer ensemble. Alors, on était sur les enjeux. Ce qui est essentiel, c'est de partager une vision, alors on dit holistique, c'est pas un gros mot, c'est qu'il faut bien comprendre que pour le client, il ne vient pas voir la Cébabelle, les pistes, il ne va pas manger spécialement à la marmite, à la trattoria ou je ne sais où, il vient en Éménuire, point barre. Il vit l'expérience globale, point barre, et il va avoir un souvenir unique. Et au-delà de ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment important, c'est qu'on a l'habitude chacun de raisonner dans nos silos, dans le service des pistes, les commerçants, l'office de tourisme, etc. Tant qu'on aura cette vision vraiment dans nos silos, on ne va pas s'en sortir. Il faut que chacun élargisse sa vision, chacun sorte un petit peu de son cadre pour gagner en puissance collectivement. Donc là, on était sur le pendant le séjour. Et en fait, tu as parfaitement raison. Ce qu'on peut voir, c'est que souvent on raisonne en disant
Il y a la SEM des parkings d'un côté, la Sogevap de l'autre, l'Office du tourisme, la centrale de Reza, etc., etc. Mais tout ça, ça forme qu'une seule destination. Et pour aller encore plus loin, finalement, la destination, c'est pas ce que le client vit maintenant, mais ce qui s'est passé avant et peut-être après, non? Exactement, c'est exactement ça. Il y a une personne qui s'appelle Evelyne Matelet, peut-être que vous l'avez déjà vue, on a travaillé avec elle dans le cadre des Trois Vallées notamment, mais pas que. Et elle parle, alors c'est la phase dite d'aspiration, elle parle du moment où le client inconsciemment ou consciemment fait son stock de rêve. Voilà, il s'en rend pas compte, mais au quotidien, il est influencé par les médias, par ses amis, par les réseaux sociaux, et puis il a un stock de rêve pour son départ en vacances. Et puis le temps passe, et il arrive dans la deuxième phase, la planification. Et alors partir au ski, il faut déjà le planifier, trouver la date avec les amis, les familles, les vacances scolaires, les amis, etc. C'est déjà un petit peu le parcours du combattant, c'est pas simple. Tout ça, il est en train de penser à la marque, hein. Il pense à la destination. Ensuite, troisième phase, la comparaison. Donc il a, comment dire, affiné un petit peu son projet, et puis il se dit, je vais aller aux Arcs, à La Plagne, à Val Thorens, au Menhir. Il affine, il compare des offres, des destinations, et puis il finit effectivement par choisir et par effectuer sa transaction. Enfin, et vous voyez que parmi les 6 points de ce cycle-là, un seul est représenté par le séjour, non pas qu'il ne soit pas important, mais enfin il arrive, il passe le rond-point des Menhirs, et il va vivre un panel d'expériences, comment dire, très large, varié, variable. J'espère que ce sera le mieux possible, évidemment, et puis il va repartir, et quand il repart, il peut être ambassadeur de la station, si on a tous collectivement été bons, et individuellement, ou il peut être un détracteur de la station. Et ce qui me semble très important, alors ça c'est un graphe que Greg m'a passé, que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous voyez que ce point-là, ambassadeur-détracteur, en fait, il existe à toutes les étapes. C'est-à-dire qu'au moment du stock de rêve, de la planification, de la comparaison, de l'achat, il est déjà en relation avec la marque, le client. Et si ça ne se passe pas bien à la transaction, si ça ne se passe pas bien à la planification, il peut devenir détracteur. A l'inverse, si dès ces étapes-là, ça se passe super bien, il est déjà un ambassadeur. Alors c'est pas évident de gérer tout ça. C'est notre travail collectif à tous, et je vous assure qu'on n'est pas les 200 personnes dans la salle aujourd'hui à travailler là-dessus. C'est que tous les tours opérateurs qui influencent les clients, qui vendent la destination, eh bien, ils ont leur rôle là-dessus. Alors du coup, les motivations principales, je dirais, pour que les gens qui sont aujourd'hui dans la salle nous suivent, s'embarquent avec nous, pour toi, ce sont lesquelles? Alors, je vais vous expliquer ça, et puis je vais profiter un petit peu de la présence du directeur de la Fédération de Judo, qui est ici parmi nous, parce que voilà, quand il m'a dit qu'il venait, je me suis rappelé qu'au mois de janvier, on avait dîné avec André d'ailleurs, avec le président de la Fédé de Judo, avec Philippe. Et puis, je discutais avec ce président de la Fédé de Judo, et puis il me racontait l'anecdote suivante, c'est que quand les judokas à Rio portaient la tenue de l'équipe de France, d'un seul coup, leur posture changeait. Alors, ce sont des gens qui ont déjà des valeurs extrêmement élevées, ils se comportaient pas mal, mais en tout cas, à un moment où ils enfilent la tenue de l'équipe de France, tout change. Ils ont un esprit d'équipe qui se met en place, ils ont une posture qui se met en place, et d'un seul coup, ils sont obligés d'être à la hauteur de ce qu'ils portent, de la promesse qu'ils tiennent avec leur tenue. Et en fait, c'est ça ce dont je vais vous parler maintenant. Pour vous, parce que si vous êtes là, c'est que j'imagine que vous avez un intérêt, à la manière des judokas, quand on va vous demander de porter la marque, on espère que vous allez le faire spontanément, vous allez pouvoir prouver votre appartenance au territoire. On parlait de fierté tout à l'heure, c'est extrêmement important. Vous allez pouvoir effectivement prouver votre engagement en faveur du territoire en portant la marque. Vous faites partie de l'équipe. C'est vraiment ça, comme dans une équipe de foot, comme dans une équipe de judo. Vous faites partie de l'équipe et en portant la marque, vous dites « Ouais, moi, j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice. Moi, j'ai envie de participer à l'aventure. » C'est vraiment ça le sujet de ce soir. Évidemment, pour vous, c'est attirer des talents. Parce qu'une marque, on l'a dit tout à l'heure, qui est puissante, qui est forte, elle est attractive aussi pour du personnel, par exemple. Et c'est un moyen pour vous, on l'espère, c'est tout l'enjeu, d'attirer et de garder des gens compétents de saison en saison. Fédérer vos collaborateurs, évidemment, autour d'une vision et de valeurs communes. On va vous les présenter tout à l'heure de manière plus détaillée. Obtenir une reconnaissance d'entreprise d'excellence, durable, citoyenne. Vous allez voir que le projet qu'on vous présente, l'ambition elle est assez élevée, on se place comme leader et vous avez effectivement votre place dans ce cheminement-là et vous pouvez être reconnu comme une entreprise
leader dans votre métier. Mutualiser et développer des synergies avec d'autres entreprises du territoire. Je pense à, je ne sais pas s'ils sont là ce soir, j'ai des commerçants de Roberty 1850 qui me disaient ça la semaine dernière. Je pense qu'ils ont tout compris. Entre restaurateurs, ils s'envoient les clients les uns les autres. Moi, je trouve ça remarquable. On parlait avec Greg tout à l'heure de l'exemple de Strasbourg et de Mulhouse. Ils s'envoient les clients les uns les autres. Et le client, quand il vit cette expérience-là, d'un seul coup, il a l'impression de vivre dans un monde où les valeurs sont extrêmement puissantes. Il y a des gens parmi vous, enfin c'est même le cas je pense de tout le monde, vous avez aussi votre marque. Alors ça peut être Bellambra quand on est une marque nationale, ça peut être un restaurant qui a sa propre marque, je sais pas moi, l'Hacienda par exemple. Ajouter la marque dont on va vous parler, la marque des Menuire, à votre marque, c'est la doter d'un supplément d'âme, parce que vous allez comprendre le socle de valeur qu'on va mettre derrière. Et puis, renforcer la visibilité de la marque. Il est évident que si seul l'Office de tourisme et puis quelques services portent la marque, ça ne sert à rien. On ne sera pas vu, pas entendu, ça ne sert absolument à rien. Par contre, si chacun d'entre vous la porte, vous allez voir la puissance que ça peut donner. Voilà. Je pense que j'ai terminé pour cette partie-là. Vous avez compris les enjeux. Ils sont majeurs. Et ils sont d'autant plus majeurs que vous allez voir ce que va nous présenter Greg. Le monde, il n'est pas en train de changer, il est carrément en train de muter à une vitesse exponentielle. Il va nous détailler tout ça maintenant. Merci Marlène, bravo. Les choses là aussi sont claires. Tu as raison, l'importance d'une marque. Je vais rebondir sur deux choses avant d'avancer. C'est un peu une marque partagée comme un orchestre. C'est-à-dire que vous pouvez être 500 divas ou 500 musiciens de renom au Menuire, à Valto, à Saint-Martin ou peu importe, sur une destination. Vous pouvez tous être très forts individuellement. Mais si à un moment donné, il n'y a pas un peu le chef d'orchestre qui vous fait jouer la juste symphonie, ça va être une vraie cacophonie. Et l'autre puissance de la marque partagée, parce qu'elle n'appartient pas qu'à l'Office du tourisme, l'enjeu c'est de faire en sorte que chaque acteur la porte. Parce que l'Office du tourisme, la Cevabel, la Sogevab, par exemple, ont des moyens de communication. Mais en réalité, les façons de réserver et d'accéder à votre destination, elles sont multiples. Donc si chaque personne arrive à porter la marque, ça c'est simple. Quand on vous dit une chose, si moi je suis le seul à vous dire une chose, ça va être une information. Mais si les 200 personnes qui sont là ce soir parlent le même langage, ça va devenir une vérité. Voilà. Et pour en revenir et reboucler sur ce que Marlène disait tout à l'heure, dans le stock de projets, au moment où on a basculé dans la réservation, la marque compte. Alors, comme le disait Marlène, le monde a changé. Je vous ai mis deux petites images très simples. On est en 2005 à la Basilique Saint-Pierre. Donc 2005, c'est l'arrivée de Benoît XVI. C'est ça, mon cher Philippe ? Il me semble, là. Ludo. Non, je déconne. C'est l'arrivée de... Et regardez ce qui s'est passé en pas longtemps. 2005, Benoît XVI. François arrive. Oh, pas François Hollande. Hein. Lui... Bon, bref, on ne dira rien. Vous avez compris. Regardez en 2013, regardez, 2005. Hop. On voit un petit smartphone en bas, tout pourri. Et regardez, en 2013, quand François arrive. Bah, il s'est passé ça, en fait. Il s'est passé qu'aujourd'hui, il y a plus d'objets connectés, en fait, sur Terre que d'humains. Voilà. Et que chaque personne, potentiellement, est devenue un média. Et ça, c'est... alors, les ingénieurs ne me contrediront pas, n'est-ce pas, monsieur Abri ? Ça s'appelle une courbe exponentielle. Et la courbe exponentielle, c'est ce qui, aujourd'hui, caractérise l'accélération du monde. La dernière grande révolution, c'était l'imprimerie, Gutenberg. Et sauf que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, en 10 ans, on a plus vécu de révolutions technologiques et sociétales qu'on a vécu depuis le début de l'humanité. Et ça, c'est pas valable uniquement pour le tourisme. C'est valable pour la population mondiale. Regardez, 1750, 1950, on voit un basculement. Hop, une courbe exponentielle, la population mondiale a explosé. C'est pareil pour la population urbaine. Elle a explosé. C'est pareil pour la génération du produit intérieur brut. C'est une courbe exponentielle. C'est pareil pour les transports. C'est pareil pour les télécommunications. Et forcément, c'est pareil pour le tourisme. Vous savez que le tourisme, c'est un phénomène assez récent, hein, finalement. C'est très récent. Un peu plus d'un siècle.
Et regardez, il y a un truc qui est arrivé, qui a changé un petit peu la donne, ça s'appelle Internet. Aujourd'hui, on a 3 milliards d'internautes connectés dans le monde. Sauf qu'on a mis 20 ans à les connecter. Et regardez ce qui arrive. En 5 ans seulement, on prévoit qu'on aura encore 3 milliards d'internautes supplémentaires qui seront connectés. Vous imaginez à la vitesse à laquelle la société a accéléré. Et du coup, ils viendront d'où ces internautes? Principalement des zones du Sud, peut-être autant de marchés à conquérir. Et le tourisme a été révolutionné et même bousculé par l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, il n'y a pas de tourisme sans e-tourisme. Aujourd'hui, ce n'est pas anodin que des grands groupes comme CNN, comme Orange, comme Expedia, comme Booking, etc., tout le monde mise sur le tourisme. Pourquoi? Parce que le tourisme aujourd'hui, c'est le premier secteur en vente, en trafic et en audience sur Internet. Loin devant l'habillement, loin devant l'automobile, loin devant les équipements, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de tourisme sans e-tourisme. Et ça veut dire que ça a modifié en profondeur les façons de consommer. Alors vous savez, quand Internet est arrivé, il y a des statistiques qui sont sorties de manière assez claire, et plusieurs études ont corroboré ces résultats. Le simple fait qu'Internet soit arrivé, ça a multiplié par 4 la concurrence. Avant, après Internet, multiplié par 4. Et ça veut dire quoi? Les chiffres sont assez clairs en fait. On est déjà en situation d'hyper-offre et d'hyper-concurrence. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres que de clients disponibles en face. Mais ça veut dire que d'ici 2025, avec les statistiques que je vous ai fait voir, l'organisation du tourisme est formelle au niveau mondial, l'offre sera multipliée par 3 et les clients seront multipliés par 2. Ça veut dire qu'un site de tourisme, c'est bien, mais que chaque site compte. Chaque présence en ligne compte, chaque avis client compte pour pouvoir influencer quelqu'un au moment de la réservation. Alors, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés et qui ont modifié la donne. Et pourquoi ils ont modifié la donne? Parce qu'ils sont tellement présents dans l'esprit, dans l'utilisation quotidienne des gens, qu'ils ont créé en fait un usage. Alors Facebook, Booking et TripAdvisor pour ne pas les citer. On peut penser ce qu'on veut de TripAdvisor. Je suis comme vous, des fois ça m'énerve. Des fois ça m'énerve parce qu'on sait que la moitié des avis sur TripAdvisor sont bidons. Oui, c'est vrai. N'empêche que 1,13 milliard de personnes présentes sur Facebook. 1 million de nuitées par jour au niveau de Booking.com. 1 million de nuitées par jour. Vous imaginez la puissance? Et TripAdvisor, il y a 3 milliards d'internautes dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui vont consulter TripAdvisor au moment de la réservation ou quand ils sont sur place. Accor vient de sortir une étude. 10 points supplémentaires sur TripAdvisor égale 8% de chiffre d'affaires en plus au niveau européen pour les hôtels. Alors oui, des fois ça nous emmerde, pour être clair. Oui, des fois il y a des choses qui sont fausses. Oui, des fois il y a des avis qui sont postés par des concurrents. Mais l'important c'est de répondre. L'important c'est d'être présent, pour le mauvais comme pour le bon. Moi je dis souvent, mon frère a un restaurant en Espagne, forcément je l'ai un petit peu picousé sur ces notions-là, et je lui dis, mais des fois tu as des compliments, réponds aussi. Parce que bien sûr c'est important de répondre quand Alors c'est sûr que laisser un avis négatif et ne pas répondre, aujourd'hui en 2017, qu'on le veuille ou non, c'est du suicide. Clairement. Mais alors on peut aussi répondre quand les choses se passent bien. Parce que le message que vous donnez, les clients sont quand même capables de faire la part des choses entre bon, le pas bon, la chieuse à qui ça n'a pas plu et qui te note tout mauvais du début à la fin, etc. etc. Bon, l'important quand même, c'est d'avoir plus d'avis positifs que d'avis négatifs. Mais ce qui est quand même important à la fin, c'est l'image que vous donnez. Et quand on répond au bon comme au mauvais, l'image qu'on donne, c'est « Ah, ce patron-là, en fait, il suit en fait son bouclard. » Et donc, ils ont changé les usages. Ils ont changé les usages en profondeur. Et ils ont créé leurs normes. Alors, le digital aussi a ses bons et ses mauvais côtés, mais alors dans les bons côtés, il y en a quand même un qui est hyper important. C'est les effets de levier que le digital a créés qui n'existaient pas avant. Regardez cet exemple. Le MoMA à New York, que vous connaissez sans doute. Bon, le MoMA, c'est ne serait-ce que 27 profils Twitter déjà. Nous, on a déjà du mal à en gérer un. Eux, ils en ont 27, parce qu'il y a le profil Twitter pour l'art du XVIe siècle, du XVIIe, etc. C'est hyper segmenté, etc.
Ils ont 5,7 millions de fans sur leurs réseaux sociaux. Et alors, vous savez ce qu'ils font? Ils font des invitations personnalisées, en fait. Et ils disent à leurs fans, si vous venez, donc ils leur font un privilège quand ils veulent lancer des nouvelles expositions, et en fait, ils leur envoient des invitations en disant, si vous venez avec 2 amis, eh bien, nous faisons 50% de réduction, et vous êtes en privilège puisqu'on réserve cette exposition pour vous. Ben, faites un calcul tout simple, en fait. Quand les gens le repartagent sur les réseaux sociaux, ça fait potentiellement 370 millions de personnes qui sont atteintes par le produit que vous souhaitez offrir. Autant dire que si on voulait vous le payer en faisant de la pub télé ou quoi que ce soit, c'est 10 fois plus que l'audience du JT de TF1. Et le mec, il a fait quoi? Il a pris son email et il a envoyé un message sur les comptes réseaux sociaux du MoMA en disant, si vous venez avec 2 personnes, je vous fais 50%. Coût de l'opération, 0. 370 millions de personnes qui sont atteintes. Du coup, ça nous pose quand même des questions. Et puis alors l'autre question, on en a parlé de TripAdvisor, c'est qu'aujourd'hui le digital qui progresse a fait de l'excellence un levier de promotion et de communication. Quand vous tapez le meilleur hôtel du Touquet sur Google, vous avez 9 fois l'hôtel Westminster qui apparaît en homepage. Ça, c'est des moyens de communication qu'on n'avait pas avant. Pour autant, il faut savoir gérer la satisfaction, les avis clients, comment se faire référencer, etc., etc. Mais ça, c'est des moyens qui sont hyper puissants. Il vaut mieux être sur la première page que sur la deuxième page. Le PDG de Google disait que la meilleure façon pour cacher un cadavre, c'était de le mettre sur la deuxième page de Google. Mais bon. En tout cas, c'est des leviers qui sont hyper puissants. Donc ça veut dire à terme que les internautes vont éliminer les positionnements médians. Et puis, on nous a appris en marketing pendant des années, on a tous ce fantasme segmenté, ciblé, etc., etc. On veut toucher des CSP+, et puis tu as toujours un commercial qui essaie de te vendre la pub en disant on va toucher du CSP+++++, on ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. Mais en réalité, on est multividuel. C'est-à-dire que je suis la même personne, mais quand moi je pars en vacances au mois de mai, que la neige, j'en ai jusque-là, l'altitude, machin, j'en ai marre, j'ai pas vu mes enfants de l'hiver. J'ai pas les mêmes attentes que quand je pars au mois d'août avec ma famille, ou que quand je pars à Barcelone faire un enterrement de vie de garçon, etc., etc. Donc ça veut dire quand même qu'on a voulu pendant des années enfermer des gens à un endroit, dans une case, en disant on va toucher ces personnes-là, mais ce qui est important, c'est l'expérience que les gens vont rechercher. C'est hyper important parce que vraiment, on nous a formés, on nous a formatés, pour pas dire plus, en disant on va toucher ces gens-là, mais en réalité, l'expérience, elle est hyper variée. Mais que ce soit au Ménuire, que ce soit à Saint-Pétersbourg, que ce soit à Moscou, on peut être la même personne, aller au même endroit, ne pas du tout avoir les mêmes attentes. Et pour illustrer ça, le digital a amené plein de paradoxes. J'ai envie que tu me reconnaisses et en même temps pas trop. Alors je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai travaillé sur un modèle, il est ce qu'il est, mais je vous le livre. Souvent on essaye d'avoir un argumentaire unique, en fait. Je vais vous donner un exemple avec la lessive. Il y a des gens qui vont dire la lessive ça sert à laver. Donc, je m'en fous, qu'elle lave plus blanc que blanc, c'est de la lessive. Et puis, ces gens-là, ils vont peut-être acheter une marque de distributeur chez Lidl ou etc. Parce que pour eux, la lessive, ça sert juste à laver. Et c'est là où la segmentation, en fait, elle est un peu piégeuse. Ça peut être des gens qui, par nécessité, vont aller chez Lidl, parce qu'ils n'ont pas trop d'argent, mais ça va être des gens aussi qui ont beaucoup d'argent, mais pour qui la lessive, ça sert simplement à laver, et qui iront quand même chez Lidl, et ils iront se faire plaisir 2 à 3 fois au restaurant dans la semaine. La lessive, il peut y avoir un côté émotionnel en disant « Ah, cette odeur, ça me rappelle l'odeur de la lessive que faisait ma grand-mère. » Il y a des gens, alors comme moi, la victime du marketing, la vérité, j'achète ça parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Voilà. Donc j'ai l'impression d'être un meilleur père parce que j'achète ça, il faut le top, top du top. Et puis après, il y a le côté social, c'est le côté peut-être environnemental, ce qui nous lie aux autres, etc., etc. Donc à chaque fois en fait qu'on parle d'un argument, il peut y avoir quand même 4 façons d'éclairer cet argument à minima. En fait, il y en a bien plus, mais si déjà tous on arrive à travailler sur ces choses-là,
je pense qu'on améliorera l'impact de nos actions parce que, comme l'a dit Marlène tout à l'heure, finalement, on est dans une boucle infinie de la consommation. C'est-à-dire que j'achète à gauche mon produit, je choisis, je passe à l'acte d'achat, puis après je le consomme. Et souvent, on oublie que l'expérience, elle commence une fois qu'on a acheté notre produit. Hein. Souvent, on met tout le travail en disant « Venez les gens chez moi acheter notre produit », puis on oublie en fait que l'expérience, ça se passe après. Et le client aujourd'hui, une fois qu'il a passé son expérience, c'est là qu'il a le pouvoir de vous encenser, de vous détruire. Et c'est là qu'on reboucle. Et c'est là qu'il va influencer d'autres personnes. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que avant, il y avait quelques annonceurs, on voit BMW, on voit Coca, il y avait quelques canaux, des grands canaux, le cinéma, la presse, la télé, et puis il y avait une audience qui était plus ou moins captive. Donc il y avait moins d'annonceurs, le marché était moins concurrentiel, il y avait moins de médias, et il y avait plus d'attention de la part des clients. Vous savez aujourd'hui à combien de messages publicitaires on est soumis par jour? Entre 1500 et 2500 messages publicitaires. Et tout ce qui est vécu comme intrusif, on ne l'accepte pas. Et donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on a plus de gens, on est dans un marché concurrentiel, on a plus de personnes qui veulent faire de la pub, on a plus de médias, et finalement on est en train de diluer en fait l'attention. Regardez, en 1990, on avait 6 médias principaux. Le mailing postal, le téléphone, la télé, la radio, la presse et la PLV. Aujourd'hui, on est à plus de 28 médias différents. Donc on dilue l'attention en fait des gens. D'où la nécessité de dire, pour moi, il n'y a pas de marketing digital. Voilà. On essaie toujours, encore une fois, de segmenter, de mettre les gens dans des cases. Il n'y a pas de marketing digital. Il faut s'adapter au consommateur qui est digitalisé, ce qui est complètement différent. Et on le fait tous. Aujourd'hui, quand il se passe quelque chose de bien dans notre vie, la plupart des gens, je ne dis pas tout le monde, on aime le partager. Regardez, il y a 3 milliards d'internautes, il y a 2 milliards de personnes qui vont sur TripAdvisor. Enlevez les personnes qui sont dans des endroits défavorisés, qui ne peuvent pas voyager ou qui ne peuvent pas avoir accès au voyage. Il reste qui pour voyager? Combien de personnes qui voyagent ne vont pas sur TripAdvisor? Moi, je ne pense pas beaucoup. Alors du coup, on est dans une hyper-offre, une hyper-concurrence. On a des produits qui se sont banalisés. Hein. Dans les années 80, on était tous fiers d'avoir un magnétoscope. Aujourd'hui, on a tous des télés, des écrans, des iPads. Il y a plus d'objets connectés de personnes que de personnes dans le monde. Tout ça, c'est banalisé. Et du coup, avec Internet, les consommateurs, parce qu'ils sont plus aguerris que jamais, parce qu'ils sont experts dans leur consommation, ils vont éliminer les positionnements en fait médians. Les marchés sont bipolarisés, c'est un mot un peu scientifique, mais je vais revenir dessus. Et puis aujourd'hui, on le voit, la marque est un psy. Voilà, les gens se construisent à travers ce qu'ils consomment. Et le tourisme, c'est le secteur numéro 1. On ne dit pas j'ai consommé les Ménuires, comme on dit je suis allé à Pomblières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important dans la construction même identitaire des gens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'offre a été tellement importante qu'aujourd'hui, il reste 2 solutions. D'un côté, on est sur la différenciation, de l'autre côté, on est sur de la compétitivité. Donc d'un côté, vous faites de la valeur avec moins de volume. Donc on prend l'habillement, c'est Dior, c'est Chanel. Au milieu, Camailleux est en train de disparaître. Et de l'autre côté, on fait du volume. Donc H&M, Zara. Mais là où c'est important et là où ça devient intéressant, c'est que ces marchés ils se sont bipolarisés, donc soit on fait du volume, soit on fait de la valeur, mais maintenant ils se sont hybridés. Le plus grand exemple, c'est Uber. Voilà, c'est une forme d'ubérisation. Alors oui, il faut se battre tous avec les mêmes contraintes et les mêmes règles juridiques. Mais Uber, je vais vous poser une question toute simple. Si tous les clients des taxis parisiens étaient satisfaits du service qui était rendu par les taxis parisiens, est-ce que Uber aurait eu le même succès? Moi, je crois pas, moi. On ne pouvait pas payer en carte bleue, on ne pouvait pas géolocaliser, les mecs n'étaient pas sympas. Donc attention quand on crée des monopoles. Et ça s'est hybridé parce que même H&M qui vend des petits prix aujourd'hui, qui vend des petites choses, eh ben qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel au monsieur là, de la mode française qui a un double menton et qui met des chemises pour le cacher là. Vous voyez de qui je parle? Karl Lagerfeld. Donc même du pas cher, il crée de la valeur. Et ça va arriver très vite dans notre métier. C'est déjà en route d'ailleurs.
Donc il ne reste plus que deux solutions. Soit on fait du prix, soit on fait de la valeur. Alors le prix, c'est être à la merci des autres, c'est être à la merci du moins-disant. On n'est vu que comme un prix. Et puis, comme je le dis souvent, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous le faire moins cher. Et de l'autre côté, il y a la valeur. Et je citerai les tontons flingueurs, Michel Audiard. Hein, mon cher William, tu ne m'en voudras pas. Quand à un moment dans le film, c'est vieux, Audiard quand même célèbre parolier, plein de bon sens, qui disait à un moment, le prix s'oublie, la qualité reste. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ça qui nous intéresse quand on travaille une marque. C'est qu'il y a deux solutions. Soit on va par l'approche par le coût, mais on sera toujours à la merci des autres. On peut faire moins cher que moins cher. Je pense qu'à un moment donné, il n'y a personne dans la salle qui va s'y retrouver. Soit on va travailler la valeur. Et la valeur, on va travailler avec la marque. Parce que la marque, elle se sert à se démarquer, précisément dans son nom. Et elle sert à créer un supplément d'âme supplémentaire pour faire préférer notre destination. Donc aujourd'hui, le temps est limité, l'attention est dispersée, et le pouvoir d'achat n'est pas infini. Ça veut dire que l'expérience qu'on va faire vivre aux gens, pour les transformer en ambassadeurs, ça devient le marketing. On peut tous se rassurer à faire des campagnes de métro, etc., etc. N'empêche que ce qui est important, c'est la qualité de l'expérience qu'on va fournir sur place, et c'est ce supplément d'âme qui va faire que l'expérience, ça devient finalement le marketing. Voilà, j'ai bientôt fini. Je pense que j'ai plus parlé que prévu. Je suis désolé, Marlène. Je te confirme. Il veut nous mettre un petit chrono, il ne l'a pas mis, comme ça il est trop cool du coup. Il s'est mis envahi, je suis désolé. Et encore, j'ai pas mis les mains et tout, j'étais cool. Là. Non, Philippe Kotler, c'est le père de la stratégie moderne et qui disait l'important c'est de se différencier, c'est sûr, on le verra, c'est tout le sujet de ce soir. Et l'idée c'est de le faire de manière différente en fait. Parce que les raisons qui ont fait les succès jusqu'à présent, ce ne seront forcément pas les raisons qui feront le succès de demain. La plupart des outils qu'on utilise aujourd'hui, Facebook, etc., ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc sans doute que tous, dans nos commerces, au niveau de la station, demain, il va falloir qu'on fasse différemment, en plus en se différenciant. Et donc pour exister, pour moi, et survivre, c'est que mon humble analyse, il faudra être rapide, au sens de agile. Regardez Kodak, 1975, Kodak invente l'appareil photo numérique, ok? Et ils se disent, je ne vais pas le sortir parce qu'en fait on est leader mondial et ça va nous manger toute notre stratégie qu'on a derrière au niveau des films et des pellicules. Moralité, 2006, Kodak, clé sous la porte. Ils avaient sorti l'appareil numérique. Collectif, comme l'a dit Marlène, ce qui est important, c'est de jouer ensemble. Personne ici dans la salle ne peut se désolidariser de l'image de Marc Desménuires. Vous êtes tous des ambassadeurs des Ménuires. Le client, il s'en fout de savoir si c'est la Cévabel, si c'est le club des sports, si c'est la... Il s'en fout. Lui parle aux Ménuires. Et on est tous garants de l'image de Marc Desménuires. Et puis, il faudra être singulier, je l'ai dit, l'essentiel, c'est de ne pas copier sur ses voisins. L'essentiel, c'est d'avancer et d'aller chercher dans l'ADN, justement, ce qui nous rend plus forts et ce qui nous rend singuliers. Alors en parlant d'ADN justement, et comme ça je ne vais pas vous saouler trop longtemps, je vais appeler deux personnes. Donc Céline, directrice marketing et commerciale de la Cévabel, et Géraldine, qui est responsable communication à l'office. On a vu, il y a un monde qui bouge, donc l'important c'est qu'on ne vit pas seul dans une bulle. Et maintenant, pour mettre en place une marque, il faut se passer au scanner et il faut se dire quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Merci. On attaque par les forces. Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous présenter tout d'abord les forces de notre station, les forces des Ménuires. Tout d'abord celles qui sont liées au domaine skiable. Il y a l'ensoleillement bien sûr, la dimension de notre domaine skiable, le ski pour chacun qu'on arrive à offrir, la qualité des remontées mécaniques, le plus haut niveau de confiance des clients de la Compagnie des Alpes, les progrès que nous avons réussi à mettre en place sur la sécurisation et la prévention des risques, le fait que tous nos sommets soient accessibles par des pistes bleues, notre position dans les Trois-Vallées avec des liaisons excellentes vers les autres stations. Ensuite, nous avons les forces liées à la station, le ski au pied bien sûr, la large gamme de produits, de services, d'hébergement, la meilleure école de ski de France,
Et bien sûr, le plus grand village des Piou-Piou avec 2 garderies. Et puis l'atmosphère qu'il y a au Ménuire, la convivialité, la bienveillance et le bon rapport qualité-prix qu'on arrive à assurer sur un séjour. Il y a également les forces liées à la clientèle. Tout d'abord, le bouche à oreille qui est très positif. Excellent taux de recommandation, un des meilleurs de la Compagnie des Alpes. Un socle d'hébergement vraiment solide, varié. Et une clientèle diversifiée avec 46% de clientèle étrangère. 25% de notre clientèle est fidèle à la station. Et nous avons également un très bon niveau de pénétration du ski. Tous nos acteurs sont impliqués, experts. Nous avons également une base de données de 440 000 contacts que nous animons régulièrement et qui marche très bien et dont nous avons des très bons retours. Et une communauté sur les réseaux sociaux qui croît fortement. Un petit peu de faiblesse? Un petit peu de faiblesse, c'est normal. Donc bonsoir à tous. Il y en a, il ne faut pas se le cacher. C'est ce qui nous fera progresser, justement. Alors, les faiblesses liées au domaine skiable, on a un secteur de la masse qui est réputé, reconnu, exceptionnel, mais sous-fréquenté. Et là, il y a de très très beaux projets qu'on pourra tous ensemble donc mener à bien et justement pour rendre la station beaucoup plus attractive. Donc, il ne faut pas hésiter. La masse est un secteur important pour nous, on le sait. Et il ne faudra pas le laisser tel qu'il est aujourd'hui, on en est tous persuadés. En tout cas, on essaye de l'être tous ensemble. Un autre point aussi qui fait l'attractivité aujourd'hui des stations de ski, les skieurs ne viennent plus simplement pour faire une montée et une descente comme on avait l'habitude de le faire avant. Ils viennent aujourd'hui aussi pour avoir du fun et s'amuser en famille, entre amis. Donc aujourd'hui, les stations de ski ont des zones ludiques, sauf que les nôtres ne sont pas suffisamment exploitées, on le sait, c'est un constat qu'on a fait. On a essayé cette année de réactiver un petit peu le secteur de la Walibi Glisse. Alors on n'a pas eu de chance à cause de la neige, mais on a fait des choses qui sont sympas. Et on sait que les zones ludiques sont un aspect qu'il faut continuer à travailler énormément. Un autre accès sur le domaine skiable, c'est la communication. Donc là, on est aussi en avancée cette année. On a mis en place certaines choses qui sont en lien avec le service des pistes et la Cévabel pour mieux informer les clients quand notamment il y a des problématiques d'intempéries, de PIDA, et pour les orienter plus facilement sur le domaine et qui continuent à profiter de l'espace. Au niveau de l'offre station, alors ça c'est moi un point qui m'avait effectivement marqué à mon arrivée l'année dernière. La station est très éclatée au niveau des quartiers, donc évidemment c'est pas une force pour nous puisqu'il faut animer ces quartiers, il faut les gérer différemment, il faut les relier entre eux, il faut communiquer, il faut mettre de la signalétique, donc tout ça reste à travailler. Les parkings, alors c'est pas la galère que pour les Ménuires, on est bien d'accord, mais les parkings restent aujourd'hui quelque chose de très compliqué à l'arrivée de nos clients. Et ça, c'est une expérience dans un parcours d'une semaine à la montagne qui peut marquer et qui peut être un facteur qui les fait passer sur une autre station. L'offre shopping qui est peu diversifiée, donc là aussi, il y a des progrès à réaliser. Un point positif, c'est qu'on a une offre restauration aujourd'hui qui est très diversifiée, donc ça c'est bien. Par contre, il faut qu'on arrive à avoir une offre qui monte en gamme et qui soit un petit peu plus homogène. Le taux de pénétration des activités hors ski reste faible. On a des choses qui pourtant attirent le client chez nous au Ménuire. On a la luge sur rail. On a aussi toutes les offres après ski, aquaspa, centre sportif, tout ce qui peut être fait après. Et ça reste aujourd'hui encore sous-exploité. La partie ambiance après-ski qui est très connue dans les stations de ski autrichiennes notamment. Aujourd'hui, on sait que les Ménuires, on a des progrès à faire. Il y a des choses qui ont été faites cette saison et qui ont bien plu à nos clients. Mais voilà, il y a des choses à retravailler avec cette association sur la qualité et la quantité des lieux de sortie. Nos vacanciers sont là pour passer une semaine de rupture avec leur quotidien et du coup, ils ont besoin de faire des choses qui les changent de leur quotidien. Et puis la capacité d'accueil des groupes dans un même endroit, ça on sait que c'est un point faible des Ménuires. Pour accueillir des groupes, et c'est un petit peu l'objectif cette année avec le lancement des Ménuires Tour, on veut accueillir des groupes, par contre pour les accueillir, il faut avoir les structures adaptées pour le faire. Sur la partie commerciale, alors un point important, qui avait d'ailleurs marqué un de nos premiers clients qui est Travel Factory, c'est que la station des Ménuires est à 55% française.
Le reste est international, mais ce qui veut dire que la population française, en général, a moins de pouvoir d'achat que nos clientèles étrangères. Donc ça, il faut qu'on le prenne également en compte. La vision partagée aujourd'hui, qui est en train de se mettre en route avec tout l'échange qu'on peut avoir avec l'Office du tourisme, les différents acteurs pour partager les bases de données et avoir des résultats de satisfaction clientèle partagée. Une marque territoriale, donc c'est l'objectif de ce soir, il faut qu'on ait une marque territoriale forte, partagée, et que tout le monde prenne ensemble le même chemin. Donc c'est pour ça qu'on vous a réunis ce soir pour vous présenter la stratégie. La commercialisation des groupes, on en a parlé, et puis un point clé pour la dynamisation des stations de ski, c'est la connaissance et la maîtrise des lits chauds et tièdes, et là on a encore pas mal de progrès à faire. Et puis, quelque chose qui, là, pour le coup, est primordial pour survivre dans les années à venir, c'est le développement de tout ce qui est fibre Internet. On est dans un monde digital, Greg l'a dit, et du coup, pour être dans un monde digital, il faut pouvoir permettre à nos clients de vivre ce digital. Merci Céline. On passe aux côtés de Géraldine avec les opportunités. Oui, des opportunités liées à notre domaine skiable avec... la neige garantie qui nous permet quand même d'offrir du ski du début jusqu'à la fin de la saison à nos clients. La prolongation de la délégation de service public à la Cévabel qui du coup va engager à long terme une politique d'investissement ambitieuse. Également des opportunités liées à ce soir au projet qu'on vous propose qui va être un projet accessible où chaque acteur peut apporter une pierre à l'édifice. Un projet avec une vision juste, une ambition forte et des valeurs partagées. Il y a également les projets d'aménagement de zones ludiques et de glisse qui sont prévus sur le domaine skiable et en après-ski. Des nouveaux commerçants, des nouvelles personnes qui nous rejoignent et qui amènent aussi une dynamique. Un travail collectif sur la satisfaction client qui est en cours, qui permet de partager des constats et de mettre en place des plans d'action prioritaires. Des projets ambitieux de signalétique au niveau des quartiers et de mise en lumière. Ensuite, nous avons des opportunités qui sont liées à la clientèle et au commercial de la station. Donc, comme le disait Céline, la création... des Menuire Tours qui permet de rajeunir la clientèle, de faire venir des groupes, de remplir les périodes qui étaient plus basses. Ensuite, nous avons quand même 2/3 de nos skieurs qui sont des skieurs occasionnels que nous devons fidéliser et faire revenir plus souvent chez nous plutôt qu'ils aillent skier ailleurs. Nous avons également une clientèle qui cherche la grande satisfaction et non pas l'extrême satisfaction. C'est-à-dire que c'est plus facile à nous à travailler parce qu'ils ont un niveau d'exigence qui est accessible et facile à travailler. Ensuite, nous avons le travail qui est fait au niveau des lits avec la SEM Rénov', des nouveaux lits qui se construisent, mais le travail de la SEM Rénov' sur la rénovation, l'animation des lits froids. Et le dernier point, le développement durable que nous devons mettre en valeur et sur lequel nous devons mieux communiquer. Merci Géraldine. On passe aux menaces. Alors les menaces, vous les connaissez, je pense tous. Une des premières menaces, vous le vivez depuis plusieurs saisons, c'est l'interaction qu'on peut avoir au niveau de notre activité et de l'enneigement, et donc de tout ce qui est enneigement aléatoire sur les ailes de saison. Alors cette saison a été particulièrement marquée en début et en fin de saison, on le voit bien en ce moment. Donc ça, c'est un critère hyper important à prendre en compte, et ce qui veut dire que demain, il faudra certainement réfléchir à d'autres choses pour pouvoir dynamiser le domaine. Les menaces liées à la clientèle et au côté commercial, donc c'est la forte concurrence, hein, on vous l'a dit déjà en introduction, on n'est pas les seuls sur le marché du ski, on n'est plus les seuls à le faire dans les Alpes françaises, on s'élargit au niveau Europe, on s'élargit au niveau international, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que les autres ne nous attendront pas, ils sont déjà pour certains bien en avance, donc il faut éviter de prendre encore plus de retard et être dans les leaders. Les vacances, alors les vacances au ski, on le sait, c'est des vacances risquées du fait des aléas climatiques, c'est des vacances qui coûtent cher pour une famille, en général c'est un sacré budget à mettre sur la table, et du coup de ce fait-là, nos clients ont forcément des exigences et des attentes fortes
Donc on se doit, il n'y a même pas de question à se poser, c'est que compte tenu du prix qu'ils mettent sur la table pour passer une semaine à la montagne, on se doit d'être irréprochable sur la qualité donnée. Et puis, un point qui est clé, et là où pour l'instant c'est primordial pour nous si jamais il n'y a pas de renouvellement, c'est que on a des clients parce qu'ils ont appris à skier. Si aujourd'hui le renouvellement de la clientèle ne se fait pas, et du coup, un jour ou l'autre, il n'y aura plus de skieurs. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte et travailler sur des aspects de renouvellement de la clientèle. Et puis, les saisons qui se raccourcissent, ça je l'ai dit tout à l'heure, et le manque de notoriété à l'étranger. Donc on a une équipe dédié pour ça, avec l'Office de tourisme qui fait son rôle au niveau de la communication sur l'étranger. Mais du coup, on sait que la partie étrangère est à travailler et globalement, on n'est pas si mal placé que ça, mais il faut continuer à l'accentuer. Moi, je pense que pour toute démarche stratégique, il faut savoir qui on est et quelles sont nos forces, nos faiblesses. Donc, des fois, les faiblesses, c'est sûr, hein, les menaces, on a toujours un petit peu de mal à les prendre en compte. Et pourtant, c'est sans doute là-dessus qu'il y a des marges de progression. Mais question toute bête, c'est ce que vous nous avez présenté, c'est ce que nous on pense de nous-mêmes ou c'est autre chose? Alors ce serait un peu facile de se regarder le nombril, mais non, évidemment, tout ce qui est ressorti là, et je pense qu'il y a des choses à compléter et que vous-même vous auriez des choses à rajouter dans les 4 cases. C'est suite à une étude qui a été réalisée en 2012 sur une base de clientèle, sur une base de socio-professionnels et qui est complétée chaque année avec une base de clients qui est interrogée après chaque séjour, et au total on est sur une base de clients de 7000 interrogés, donc voilà, c'est fondé, c'est pas sur je pense que, je crois que, ou j'ai toujours vécu ça, c'est vraiment sur des fondements clients. Je pense que c'est important de partir du client, comme vous le dites, et quand on voit qu'aujourd'hui on arrive à faire des prédictions en termes de sondage politique sur 1000 personnes, 7000 me paraît assez costaud pour cette démarche. Je vous invite à vous... Merci déjà, il faut les applaudir. C'est pas facile de faire nos forces et nos faiblesses, mais c'est important si on veut être sûr de partir dans le bon axe. Alors Marlène, pour toi, les piliers de cette démarche, on en vient au cœur du sujet, même si tout ça était important, parce que vous comprenez, il y a le monde dans lequel on vit, est-ce que nos clients pensent de nous, et puis on va attaquer le fondement de la démarche. Les piliers de la démarche, pour toi, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, je vais vous présenter les piliers de la démarche, mais juste ce qui me semble important pour résumer tout ce qu'on vient de dire, entre ce que Greg a dit sur la rapidité d'évolution et de mutation et ce qu'ont expliqué Géraldine et Céline, c'est que s'il y a une personne dans la salle, excusez-moi de dire comme ça, mais qui ose dire « mais tout le monde sait bien qu'il faut faire », je pense qu'il n'a pas compris, parce que tout le monde sait bien que rien du tout. En général, celui qui utilise cette phrase, quand on lui demande « mais pourquoi ?», il n'y a pas d'argument. Et puis ce qui était vrai hier, c'est pas vrai demain. Je crois que les graphes de Greg ont été juste flagrants là-dessus. Même si on avait une certitude aujourd'hui, et d'ailleurs on n'en a pas, elle serait juste obsolète demain. Ça me semblait important. Je crois que la seule certitude qu'on peut avoir, c'est de douter. Voilà. Exactement. Les piliers de la démarche, je vais aller vite parce qu'on prend du temps, mais en même temps, comme on adore ce qu'on fait, forcément ça prend un petit peu de temps. Autour de cette marque partagée, de cette destination du projet, on a élaboré 3 piliers, et dans ma tête, ils sont constants, ils sont indissociables. Et le premier, je vous dis qu'on a travaillé ensemble avec Greg il y a quelques mois, on s'est dit dans quel ordre on les met. Faire confiance. Pour moi, c'est évident que c'est le premier. Se faire confiance entre nous, c'est pas juste un mot. J'ai un exemple de ce qu'on a fait cet hiver, c'est que toutes les animations que vous réalisez dans vos commerces, dans vos boutiques, sont sur le site internet de la station. Je ne considère pas que les animations faites par l'Office de tourisme sont meilleures, plus valables, n'importe quoi que les autres. Ce sont des animations pour les clients. C'est une façon de se faire confiance. Le deuxième axe, effectivement, faire vivre, enchanter des expériences clients. Il y a quelqu'un qui est assez calé en la matière, il s'appelle Grégory Gouzeau, qui ne va pas me contredire. Il dit souvent que enchanter les clients, c'est ce qui va faire le marketing. C'est pas la peine de mettre des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros dans de la communication, alors que le client qui se régale sur place, c'est le meilleur communicant, c'est le meilleur ambassadeur, c'est lui-même qui fait le marketing. Et donc on en vient de fait au dernier axe, faire venir nos clients. Les clients font venir eux-mêmes d'autres amis, en parlant sur les réseaux sociaux notamment, et puis nous, ensemble, on doit avoir une communication cohérente. Ce que je voulais vous dire, c'est surtout ça. C'est que, on l'a expliqué plusieurs fois, on a dit ensemble, on a dit chacun, on a dit on est tous dans le même orchestre.
le projet qu'on va vous présenter ce soir, je pense qu'il a un gros avantage, c'est qu'il est composé de plein de petites actions. C'est-à-dire que j'espère que quand vous allez repartir ce soir, vous allez vous dire, ah oui, ok, moi c'est bon, j'ai compris, dans mon commerce, je peux participer, je sais ce que je vais faire, ça va participer à la symphonie globale. Et donc on l'a schématisé comme ça, c'est bien la somme des petites actions individuelles qui vont faire les grandes actions collectives. Une action, c'est-à-dire un accueil extrêmement souriant, serviable, généreux, chaleureux à un hôtel, c'est déjà une petite action. Et c'est bien la somme de ces petits instants qui vont faire un grand souvenir réussi de vacances. Et puis on a schématisé ça, résumé ça autour de 3 C, les 3 C des Ménuires. La confiance, on l'a dit à de multiples fois, elle est sincère en tout cas en ce qui me concerne. La complicité entre nous, dans complicité il y a l'idée qu'on va s'amuser ensemble, parce qu'on n'est quand même pas là pour trop se prendre la tête, c'est juste, on s'éclate en faisant ça. Et la complicité, c'est ce que ça veut dire. Et puis être créatif, je prends l'exemple, ce que Greg a dit sur Kodak, oser être créatif et casser nos références. Si on n'ose pas, si on se réfère à ce qu'on a fait avant, on va juste se tromper. C'est clair. Merci Marlène. On continue, on peut l'applaudir. Hein. Tu peux t'asseoir aussi parce que tout à l'heure tu as à bloc. Et oui, c'est ça les passionnés. Mais c'est tellement mieux. Je vais appeler Carole Lassalle. Alors Carole Lassalle, c'est une experte du design et c'est une directrice de création qui a travaillé pour des grands groupes, pour Legrand, pour Seb, pour Orange, Mobalpa et récemment pour les Trois-Vallées. Et son métier, c'est de traduire de manière très claire, de manière tangible, les valeurs d'une marque. Et elle a fait un monstre travail grâce aussi à Vincent au niveau des Trois-Vallées sur les stations de ski. Et elle a une méthode très simple pour restituer l'image qu'on a aujourd'hui, c'est le portrait chinois que tout le monde connaît. Je te laisse la parole. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Alors je vais vous présenter un exercice que j'avais effectivement fait dans le cadre d'une première étude avec l'association des Trois-Vallées. Je pars souvent du principe que quand il s'agit de faire évoluer l'image d'une marque, c'est important de savoir où on va aller, c'est aussi déjà important de savoir d'où on vient. Et pour ce faire, en termes de création, c'est intéressant de révéler quel est l'imaginaire qu'on associe autour d'une marque. De ce fait, j'utilise un outil que j'appelle le portrait chinois. Ça consiste à se dire qu'en 9 images, qui ne montrent ni des éléments de la station, ni son logo, ni quoi que ce soit qui soit représentatif de la station, je vais essayer de me dire, cette marque, et si c'était ? Donc, et si c'était une voiture ? Et si c'était un animal? Et si c'était un plat? Qu'est-ce qui me viendrait à l'idée pour imager l'univers des Ménuires? Je vais le faire en 2 temps. La première partie que vous allez voir maintenant, c'est les Ménuires aujourd'hui. Et puis vous verrez un petit peu plus tard dans la présentation, on évoquera les Ménuires plus tard. Quel serait le deuxième portrait à imaginer? La première question que je vais me poser, c'est et si c'était une attitude? Instinctivement, je vais choisir une image qui évoquerait un groupe réuni, heureux, profité. Donc une photo assez chatoyante avec des gens qui sont heureux et qui sont souriants. Parce que ça correspond à des attributs que naturellement j'associe à la station. Si c'était une cible de clientèle, je choisirais une cible qui évoque le ski en famille. C'est-à-dire là aussi une autre caractéristique de la station, le caractère familial. Passons maintenant à un type d'objet. Si je devais résumer, si je me faisais un objet icône qui me ferait penser aux Ménuires aujourd'hui, je choisis la médaille de l'école de ski. C'est Guémet qui va être content. Vous avez fait référence tout à l'heure au fait que c'est une station familiale, c'est une station sportive, c'est une station où vous avez évoqué l'ESF, le travail qui est fait autour de l'apprentissage des enfants. Donc cette idée que c'est le Graal des vacances de la famille qui vient là, c'est l'enfant qui va repartir avec la médaille de l'école de ski. Passons à un autre objet. Si c'était une lampe, je choisirais une lampe assez basique, c'est-à-dire je ne choisirais pas un modèle très élitiste. Je la choisirais par contre déclinable dans toutes les couleurs, pour montrer qu'il y a une grande facette, une grande ouverture d'esprit et la possibilité de décliner des choses dans différentes couleurs. Si c'était une montre, je choisirais aujourd'hui une montre plutôt enfantine, justement en lien avec cet univers familial, mais je lui rajouterais cette inspiration sportive qu'on pourrait retrouver dans le look de cette montre, qui évoquerait qu'on est quand même bien là pour pratiquer un sport. Si c'était un meuble, je choisirais ce fameux canapé lit gigogne qu'on retrouve dans beaucoup d'appartements à la montagne et qui évoquerait cette idée du collectif, du fait de dormir avec le lit du bas, le lit du haut, et puis le caractère textile avec l'inspiration montagnarde qu'on aurait au-dessus.
Donc on n'est pas là dans un type de mobilier très très haut de gamme, on est dans des caractéristiques fonctionnelles, montagnards, familiales. Si c'était un animal, ah, il y a eu un petit raté. Si c'était un animal, je choisirais une famille, là aussi, puisqu'on a évoqué le caractère familial comme étant un des attributs, et je choisirais la famille d'oursons, l'idée que le plaisir d'être ensemble, qui pourrait être révélé par l'idée de passer un bon moment en famille. Si c'était un plat, je ne choisirais pas un plat de luxe, un plat, je choisirais un plat de montagne, et je choisirais l'idée de la raclette à partager à plusieurs, donc intergénérationnel, où chacun peut trouver son plaisir dans quelque chose à partager. Et enfin, si c'était une voiture, je ne choisirais pas une voiture très très haut de gamme, mais par contre, je choisirais volontairement un SUV familial, populaire, donc qui, l'ensemble de ces 9 images réunies, en fait, évoquent, via les mots que j'ai utilisés et les adjectifs qualificatifs que j'ai utilisés, l'ensemble des valeurs et de l'imaginaire que j'associe autour de la station. Alors, dans le cadre du travail qui avait été fait avec l'association des Trois Vallées et Vincent Lalanne, entre autres, ce même exercice de portrait chinois avait été fait pour l'ensemble des stations qui constituent le domaine des Trois Vallées. Et ensuite, l'ensemble de ces différents portraits ont été placés sur le mapping que vous voyez, c'est-à-dire plus vous vous situez vers le haut... Ah, ça marche plus, ça. Plus vous vous situez vers le haut, plus c'est statutaire. Plus vous vous positionnez vers le bas, plus c'est accessible dans le sens vertical. Plus l'image est positionnée vers la gauche, plus ça correspond au caractère authentique. Plus c'est positionné vers la droite, ça évoque le caractère avant-gardiste. Donc déjà, une des premières leçons qu'on avait eues avec cet exercice, c'était de voir qu'au sein du domaine des Trois Vallées, chacune des stations qu'il constitue a sa place. C'est d'ailleurs ce qui fait la force, entre autres, du domaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recouvrement. Chacune des stations a un positionnement qui lui est extrêmement précis et complémentaire des autres. Là où il était intéressant de comparer sur un autre prisme, c'est-à-dire exactement le même canevas, mais si on compare uniquement les Ménuires avec Tignes, la Plagne, les Arcs, là on se rend compte que dans la concurrence directe de la station des Ménuires, il y a vraiment une concurrence extrêmement forte sur un périmètre très serré. D'où l'intérêt d'essayer de dire comment sortir de la mêlée, comment on ne peut pas passer d'un positionnement à un autre extrême du canevas, mais il peut être intéressant d'essayer de faire en sorte de faire évoluer l'image de la station de manière à ne pas être trop proche de la concurrence directe. Parfait. Je crois que c'est clair aussi, ça parle, cette méthode est utilisée dans des grands groupes. Et je pense que le débat, tu l'as posé, c'est de dire comment, en rebondissant sur ce qu'on a dit tout à l'heure, comment on va singulariser justement et comment on va se différencier. Je te laisse t'asseoir, tu vas revenir après, parce qu'on va vous faire voir un peu notre vision des Ménuires en 2022. Je voudrais appeler Xavier Mercier, qu'on peut applaudir en même temps que du coup qu'on applaudit Carole quand même pour le travail qui a été fait. Xavier, c'est un expert français du marketing territorial que l'équipe de l'OT des Ménuires a sollicité. Il va vous expliquer un petit peu une marque, comment elle fonctionne. Je te donne un micro. Tu veux la zapette ? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous avez fait ce travail d'introspection, parfois douloureux, ce travail d'observation de l'environnement. Maintenant, il faut, on va dire, orchestrer, résumer tout cela. Pourquoi ? Pour se présenter, j'allais dire se présenter au monde, parce que c'est ce qu'on veut en fait. C'est faire en sorte de construire sa personnalité de manière collective pour se montrer tel que l'on est auprès de différents publics, clients, mais aussi entre nous. Mais c'est pour demain, c'est pour aujourd'hui et pour demain. Donc il ne s'agit pas de faire là une photographie de ce qui est aujourd'hui, puisque vous l'avez largement vu, mais c'est de se projeter en avant et de façonner cette image de la station, de la destination, pour qu'elle soit crédible, audible et désirable. Ça rejoint cette fameuse expression de libido, mais qui est très juste. Et pour ça, il faut être précis. Et tout le travail qui nous a été confié, c'est d'être le plus juste, le plus clair, pour que finalement on soit le plus reconnaissable. Et pour ça, dans un premier temps, on va travailler une personnalité collective. Et on s'appuie sur des traits
de caractéristiques physiques comme l'on est, nous, grands, petits, etc. Et ce que vous êtes, vous, ça va être votre base. Donc la crédibilité, elle passe par être précis sur ce que l'on est physiquement. Et Dieu sait que vous êtes grand et beau. Vous êtes ouvert déjà. C'est une station ouverte dans cette immensité qui est les Trois-Vallées. Et ça, ouverte aussi parce qu'elle s'est fondée au moment où la démocratisation du ski était à l'œuvre dans les années 60. Donc ça, c'est vraiment fondateur, cette notion d'ouverture. Il y a aussi ici l'architecture, la capacité de l'organisation, les habitants. Il y a une vraie simplicité qui est au service de l'essentiel. C'est ça qui est intéressant ici, c'est cette notion d'essentiel, parce que véritablement, c'est comme ça que s'est construite la station. Vous, la plupart des gens sont nés ici, ou ceux qui sont venus rejoindre cette station l'ont adoptée et la connaissent par cœur et la vivent au quotidien. Et précisément quand on est client, on est rassuré par cette connaissance, on est rassuré parce qu'on sent qu'il y a une véritable connaissance, une précision, une expertise. Et ça, c'est fondateur aussi. L'expertise, c'est d'être précis, c'est d'informer, c'est d'avoir cette culture qui est en capacité de répondre aux questions, aux attentes et, j'allais dire, aux angoisses de est-ce que je vais passer un séjour le meilleur possible. Sportive, c'est effectivement ici le décor, le grand domaine skiable permet effectivement de se dépasser et d'être dans cette relation sportive du dépassement de soi. Bien dans sa peau, vous l'êtes. Et c'est ce qui fait que l'on se sent bien ici lorsqu'on est accueilli. Fier et ancré dans ses racines. Ça, c'est très important. Cette fierté, il faut l'assumer. Et précisément, ce travail d'attribut, il est fait pour que vous puissiez revendiquer haut et fort ce que vous êtes. Donc cette fierté, c'est la base de ce qui vous permet ensuite de créer, d'innover, d'être quelque part des avant-gardistes. Il y a des forces. Et ces forces, on avait vu des faiblesses, mais ces forces, c'est véritablement ce sur quoi vous allez vous appuyer. Et donc il est important de les avoir en tête. Précisons que tout ce qui est fait là, c'est fait de manière à ce que vous puissiez parler d'une même voix. Vous racontez, vous vous appuyez sur les mêmes éléments. Et c'est précisément parce que vous allez vous appuyer sur ces mêmes éléments que l'on va créer cette vérité commune dont parlait Grégory tout à l'heure. Donc un grand domaine, un ensoleillement, une large gamme de produits, je ne reviendrai pas dessus, ça a été expliqué notamment par le portrait chinois de Carole. Le ski pour chacun, que je sois un grand descendeur ou que je sois un débutant. Un ski au pied, l'architecture, la manière dont elle a été conçue a été fait pour faciliter cet accès aux pistes. La convenience, le confort, le rapport qualité-prix, le bon rapport qualité-prix sont des éléments, sont vos atouts, et c'est ça qui est important de mettre en avant. Bien entendu, ça, ce sont les caractéristiques physiques, vos forces, mais il y a aussi ce savoir-être. Et c'est ce savoir-être qui est important parce que c'est ce qui va créer la force de la relation avec vos clients. C'est ce qui va créer la cohésion entre vous. Et donc, c'est ce qui va vous guider dans l'ensemble de vos actions. Donc la bienveillance. Ici, vous êtes effectivement, on est des gens sympathiques, accueillants, chaleureux. Et c'est ce qui fait véritablement cette notion de bienveillance. L'implication. L'implication, vous mettez beaucoup de vous. Chacun se mobilise, s'implique de manière extrêmement forte. Et ça, c'est remarquable. La sincérité, l'authenticité. Vous êtes dans un rapport de loyauté. Vous êtes ce que vous êtes, vous assumez qui vous êtes, et du coup, ça vous permet d'être aussi dans ce rapport de sincérité qui est la base de la confiance. Le partage.
1 plus 1 égale 3 ici. C'est-à-dire que vous êtes conscient que si vous êtes travaillé collectivement, et c'est vraiment un maître mot, et c'est précisément cette valeur du partage qui le permet, mais vous allez être plus fort, et vous allez donc réussir à cette ambition pour demain. La fidélité à vous-même, la fidélité à la station, à vos racines, et la fidélité qu'on crée vis-à-vis des clients. Et ça, c'est important. On cherche à faire venir, mais à faire revenir. Et si quelqu'un revient, il doit prescrire. Donc, il va aussi être ambassadeur. Donc, cette notion cette valeur de fidélité, ces 5 valeurs, elles sont extrêmement fortes. Elles constituent véritablement ce socle, c'est vraiment ces fondations sur lesquelles on va s'appuyer pour construire cette relation durable entre nous, entre vous, parce que c'est ce qui va être tout de suite immédiatement perçu par les clients et du coup construire cette interaction riche avec les clients. Il faut, Grégory l'a fait magistralement, avoir conscience de son environnement et de son devenir, de son évolution. Et ça, il faut se forger une conviction sur effectivement les tendances de fond. Et nous sommes convaincus que les vacances doivent être seulement du plaisir, un temps privilégié de connexion à soi, à ses proches, aux habitants et aux autres. Pourquoi? Parce que, et on l'a vu, toutes les courbes étaient exponentielles, il y a une accélération du temps pour nos vies. Et donc, le moment où on met sur pause, ils sont précieux ces moments, ils sont rares. Et donc on a envie d'être à l'essentiel, de se retrouver entre amis, en famille, avec ses proches. Et ça, c'est de plus en plus vrai, c'est encore vrai aujourd'hui, ça le sera encore plus demain, parce que malheureusement, cette accélération ne va pas, on va dire, se ralentir. Donc, véritablement, on est centré sur cette notion de plaisir, ces émotions, parce qu'elles vont nous permettre de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à ses proches, et de tisser ces relations durables avec les habitants et les gens de manière générale. Donc ça, c'est véritablement important, parce que si on ne comprend pas ça, si on n'a pas cette vision-là, si on n'a pas ce regard sur l'avenir, on ne peut pas savoir quelle est notre vocation, notre raison d'être. C'est ce que disait Sénèque, hein. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Exactement. Donc si on sait qui on est, si on sait dans quel chemin on se situe et quel rôle on veut jouer, eh ben, je pense qu'on a réussi, on va dire, beaucoup du chemin à parcourir en termes d'objectifs. Donc, le rôle, c'est quoi notre vocation? Eh ben, c'est d'orchestrer tous ensemble des petits plaisirs pour procurer des grandes émotions. Oui, le parcours réussi, l'expérience réussie, c'est ce parcours, c'est ces additions de petits gestes, de petites attentions, de petites fous rires, de petites émotions, et qui, en même temps, sont aussi des grandes émotions, d'adrénaline, de défis, de dépassement de soi, de joie collective, etc., d'événements, de célébrations. C'est ça qui forge véritablement notre vocation pour les Ménuires. Et donc, c'est ce qu'il faudra avoir en tête, et c'est ce qui va vous guider dans le développement du projet des Ménuires aujourd'hui et demain. Et on en vient donc au positionnement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un positionnement? Qu'est-ce que c'est, en fait, justement? Ce qu'on cherche à faire, c'est d'abord d'être repéré par nos clients, mais c'est surtout de savoir comment ils nous résument. Alors, comment on va être perçu par l'ensemble de nos publics, qu'ils soient d'ailleurs en local ou externe. Donc ça, c'est important, c'est la manière dont on va, quelque part, être mémorisé, et si en 10 secondes, de pouvoir dire, au fond, les Ménuires, c'est quoi? C'est une valeur sûre de la destination. Pourquoi? C'est la valeur sûre de la destination. Pourquoi? Parce qu'on est juste sur notre vision, parce qu'on partage des valeurs fortes, parce que, précisément, on est en capacité, on a des forces. Et ça, on est en capacité aujourd'hui de revendiquer ce leadership. On a toujours eu ce leadership et il faut le réaffirmer demain. Donc, c'est véritablement ça qui nous constitue et qui fait le positionnement, la valeur sûre des Ménuires. Alors, pour éclairer ça,
très concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une valeur sûre? Eh ben, c'est basé sur la relation de confiance absolue. C'est une relation de confiance, elle est basée sur quoi? Sur de la constance. Et ça, c'est super dur, mais il faut le travailler chaque jour, hein, c'est pas un mot. Et la constance, elle est associée à la fiabilité. Et pardon, je te coupe, c'est juste pour éclairer tout le monde. Finalement, c'est pas un slogan. On ne dit pas les Ménuires, la valeur sûre des destinations de montagne. Ce qu'on veut, c'est la place qu'on veut occuper dans la tête de nos clients. C'est ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est la place, c'est cette place-là de valeur sûre. Je suis dans ce parcours, on a vu, hein, de recherche de destination vacances. J'ai besoin, je vais aller à l'essentiel, j'ai besoin d'être rassuré sur l'expérience réussie. Je veux avoir une garantie de l'expérience réussie, et ben je sélectionne les Ménuires. Et alors Marlène, du coup, toi, ça t'inspire quoi, la valeur sûre? Alors, on n'a pas forcément les mêmes références, je crois, tous les deux. Ça dépend. Ça dépend des secteurs. C'est quoi une valeur sûre? Alors peut-être, pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier, on a répété que les vacances à la montagne, elles étaient courtes, elles étaient rares, elles étaient chères et nos clients y tenaient beaucoup. Donc quand on arrive à être dans l'esprit du client une valeur sûre, on répond déjà à un grand paramètre, un grand nombre de paramètres de ce qui fait la réussite des vacances. Alors pour moi je suis une fille, hein, donc moi, le petit Lévis 501, ma valeur sûre, je suis sûre que si je l'achète ou si je l'offre, à tous les coups je suis bien dedans, à tous les coups si je l'offre je fais plaisir, c'est durable, zéro risque. Je crois que toi tu as une autre valeur sûre en tête. En fait, tout le monde a compris, je crois, que ça se situe en bas à droite. Merci pour ma réputation. Mais non, mais la valeur sûre finalement c'est, regardez quand vous allez au resto, vous connaissez pas trop, etc. Et vous dites, finalement un bon gigondas. Hein. On sait que monsieur le maire aime bien le gigondas d'ailleurs, hein, c'est ça? Vaquera gigondas. Mais pourquoi? Parce que c'est une valeur sûre. Parce que quand on veut se faire plaisir, pas être sûr de vouloir se faire plumer et qu'on veut un excellent rapport qualité-prix, on dit, on prend un gigondas et on est sûr, on ne sera pas malement étonné, j'ai envie de dire. Et c'est important. Ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas un slogan de communication, c'est que si chacun des acteurs se dit, si demain mon client repart en disant, c'est une valeur sûre, moi si c'est les centaines de milliers de touristes qui viennent chaque année au Ménuires repartent et disent, c'est la valeur sûre, on a gagné. Hein. Et c'est ça en fait, ce qu'on veut faire dire à nos clients. C'est exactement ça, et on a parlé beaucoup de TripAdvisor, allez voir, moi j'y vais régulièrement, il y a beaucoup de clients qui commencent leur phrase quand ils sont contents par « allez-y, les yeux fermés, c'est une valeur sûre ». Spontanément, c'est bien quelque chose que les clients comprennent, et je pense que pour un moniteur de ski, quand Guy Aimé dit le matin « il faut que toi, aujourd'hui, tu sois la valeur sûre, la référence absolue du moniteur de ski », c'est extrêmement parlant et la part est vraiment, vraiment élevée. Donc c'est une valeur sûre, en incarnant des petits plaisirs, chacun dans son coin, et des grandes actions collectives pour procurer de grandes émotions. Donc, pardon. Hop. Eh ben vas-y, Xav. Hop, hop. Donc, effectivement, en termes d'ambition, ça se traduit par continuer à incarner ce leadership et cette valeur sûre. Et ça, donc, c'est véritablement l'objectif, l'ambition. Hein, incarner la valeur sûre des destinations montagne. Alors, ça, c'est bien entendu ce qui va vous guider dans l'ensemble de vos actions, ce qui va forger aussi la manière dont on va raconter la destination auprès des différents publics. Mais pour la raconter, il faut peu de mots. Il faut résumer, il faut être saillant, il faut être net, il faut être précis. Et en même temps avoir du souffle. Et c'est ce qu'on appelle la promesse. Cette promesse, elle délivre la proposition de valeur. Hein. Donc c'est la solution, enfin, quelque part, c'est la réponse à l'aspiration, aux besoins fondamentaux de nos clients. Cette promesse, c'est retrouvons-nous autour des plaisirs, des petits plaisirs et des grandes émotions. C'est véritablement ça qui forge, qui va être le fil conducteur, c'est cette capacité à être dans cette petite attention au quotidien, dans ces petites actions qui forgent les grands projets de Ménuires et qui aussi créent des grandes émotions. Alors, tout de suite, là, petit moment de la révélation. Ben oui, parce qu'il nous faut bien un étendard commun une fois qu'on a fait tout ça. Alors, je répète quand même, la marque
c'est de la communication, bien sûr, mais c'est 5 à 10%, et le reste, c'est tout ce qu'on va mettre ensemble et tous les projets qu'on va mettre ensemble qui vont donner un sens commun et qui fait qu'on tire dans la même direction. Mais on a quand même, Marlène, un petit reveal à faire ce soir, puisqu'on va changer 2-3 choses, n'est-ce pas? Bah, on s'est dit qu'effectivement, il fallait qu'on ait un drapeau qui... Alors, Carole l'a expliqué, il y a des images, des couleurs qui peuvent incarner parfaitement, matérialiser tout ce qu'on vient de vous dire. Il faut que ce soit impactant, résumé, et vraiment que ce soit à la hauteur de notre ambition. Et on va vous présenter le drapeau qu'on voudrait que vous portiez fièrement. Xavier va nous expliquer un petit peu rapidement comment on en est arrivé là. Juste un mot sur le fait que, en étant incarner cette valeur sûre de la montagne, vous avez bien vu les exemples des marques de valeur sûre dans d'autres domaines, elles ont une identité forte, puissante, et qui incarne aussi cette dimension de modernité dont parlait tout à l'heure Marlène. Donc le travail, si on voulait qu'il soit totalement abouti, complet, il était de re-questionner, revisiter effectivement l'identité des Ménuires. Sur un premier point, bien sûr, c'est ce qui vous constitue, c'est cet emblème du bouquetin, mais cet emblème du bouquetin, c'est le vôtre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est le bouquetin plus le M qui fait que c'est aujourd'hui véritablement les Ménuires. Parce que malheureusement, le bouquetin n'est pas que au Ménuires, il est partagé par d'autres stations, donc il faut travailler cette singularité, cette différenciation aussi du point de vue identitaire. Et donc, tout le travail a consisté à effectivement forger, renforcer, distinguer, se singulariser. Alors on a un bouquetin magnifique. L'idée c'était de se dire qu'on va focaliser là, on va faire un zoom sur la tête, comme un visage, d'être direct dans l'approche, et donc de faire en sorte que ce bouquetin vous regarde, vous accueille, et qu'elle soit dans cette relation de proximité, de confiance et d'empathie. Et donc, voilà, on est parti de cette silhouette, et on a zoomé sur la tête, et en même temps, ce bouquetin, il dessine en lettres majuscules ce M initial des Ménuires. Et bien entendu, on a conservé cette couleur rouge qui dit l'intensité, qui dit l'énergie, qui dit cette mise en mouvement que constitue aussi cette marque. Et puis, bien entendu, ça c'est donc ce drapeau commun, cet emblème commun. Il faut aussi, on résume en un mot cet état d'esprit. Plus que simplement un concept de communication, c'est véritablement un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qu'on recherche lorsqu'on est touriste, précisément. Et cet état d'esprit, il est résumé par ce mot « friendly Ménuire », qui vient être totalement relié au nom de la station, Ménuire. Vous avez bien sûr remarqué qu'on a rendu les choses plus compactes, plus précises, parce que précisément, pour être saillant, pour être émergé dans ce brouhaha général, cette densification des messages, il faut être le plus concentré possible et le plus évident possible. Et là, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'imbriquer, c'est véritablement de mettre en relation cette proposition dans laquelle on retrouve toutes les valeurs, cette notion d'accueil, de plaisir, d'émotion, d'ouverture avec ce mot friendly, de le rendre indissociable et évident avec les Ménuires. Et pour cela, on a effectivement enlevé le « les », parce qu'on ne dit pas d'ailleurs les Ménuires, on dit aussi aux Ménuires, et au fond, ce qui reste, c'est bien les Ménuires, c'est bien Ménuires, pardon. Et donc on a voulu qualifier. Alors c'est une manière de dire, voilà, de préciser, de caractériser en un mot la proposition de contenu de l'ensemble de la marque que vous avez vue au travers de la pyramide. Un mot sur les couleurs, le bleu fait ça réapparaît, mais parce que, en fait, voilà, c'est un retour aux sources, c'est une manière de raffirmer ses racines, raffirmer l'origine, en réactivant ces couleurs bleu, rouge, avec cet environnement de blanc qui vous caractérise. Voilà donc le bloc marque,
il y a bien entendu associé à ça un élément clé qui résume cette proposition de contenu, qui sert d'accroche et qu'il faudra qu'on déploie, que vous déployez avec le bloc marque sur l'ensemble des communications, c'est petits plaisirs, grandes émotions, qui forgent véritablement, qui définit véritablement cette promesse de marque. Et là, on commence à s'orchestre. Alors, vous aurez tout ça de manière très très claire et très pédagogique dans le guide de marque que vous allez avoir tout à l'heure à la sortie. Mais globalement, voilà, il faudra le plus possible articuler à la fois ce bloc marque. Vous avez vu qu'il y a un petit liseré aussi tricolore. Ce liseré tricolore, il est important parce qu'il dit voilà, cette notion de qualité, cette notion de valeur sûre qui est importante, et cette dimension aussi sportive, parce qu'elle renvoie aussi à des marques sportives mythiques. Voilà, donc c'est ces éléments-là qu'on a, c'est cette alchimie-là qu'on a voulu installer avec un emblème fort, un concept clair qui exprime bien ce positionnement de valeur sûre autour de petits plaisirs, grandes émotions. C'est top, du coup on te laisse simplement décliner. Juste pour vous dire que tout ça on l'a pensé. Alors Xavier, je rappelle que tu as bossé pour la Champagne, pour Casablanca, récemment pour Paris, Lyon, Deauville. Il y a l'habitude de ces marques partagées. Et l'idée c'est qu'à la fin, vous le verrez, on vous annoncera le programme des festivités, mais vous allez avoir tout ça pour pouvoir l'utiliser, parce que la marque elle appartient pas qu'à l'Office du tourisme, la marque elle appartient à tout le monde. La marque c'est justement sa puissance, c'est la cohérence de tout ce qu'elle va entreprendre, et c'est le fait que chacun la partage. Et c'est là qu'on va commencer à créer de la valeur et à toucher les gens qui comptent. Et vous le verrez, c'est prévu pour un commerçant, pour un restaurateur, c'est prévu pour la Célabel, la Sogevab, c'est prévu pour tout le monde, et vous aurez en sortant tous les outils, absolument tous les outils, pour faire en sorte que cette marque, elle vienne s'incruster dans ce que vous avez déjà, sans tout changer. Mais on a tous des agences de communication, je ne presse pas pour votre paroisse du coup, on a tous des agences de communication qu'on paye, et là en fait vous avez tout le travail qui va être fait pour vous, qui est fait pour vous, et qui ne dénaturera pas votre communication, et c'est ça la puissance de la marque partagée. Et je pense que du coup, merci Xav. Merci à vous. Vous le voyez, il y a des déclinaisons sur des sites internet, sur des brochures, sur des flyers, etc. Moi je te félicite pour le travail que tu as fait. Le plan d'action, alors vous le verrez dans le guide de marque qu'on va vous donner en sortant. Le plan d'action il est construit autour des 3 piliers, faire confiance, faire vivre, faire venir, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a 40 actions qui sont listées, certaines ont débuté cette année, d'autres sont à mettre en place. Évidemment ce n'est pas exhaustif, et si pour chaque axe et chaque pilier, chacun peut en rajouter 10, ça me va bien. Ce n'est pas le plan d'action de l'Office de tourisme, on est bien d'accord. Ce n'est pas la stratégie de l'Office de tourisme. C'est pas ça le sujet, c'est la stratégie des meilleurs. Alors sur le pilier faire confiance, je vais aller assez vite. Il s'agit d'impliquer chaque acteur, d'accroître son expertise, de stimuler et valoriser les initiatives individuelles, de donner de la fierté et de créer des liens forts. Un exemple, alors encore une fois il y en a 40 des actions, j'en ai sélectionné quelques-unes parce que autrement ça va être un petit peu long. Un exemple, l'idée, c'est, on l'a dit, notre mission, c'est d'orchestrer une multitude de petits plaisirs pour procurer de grandes émotions. Sauf qu'en fait, c'est pas très spontané. Il y a des formations pour ça, pour chacun d'entre vous. C'est des formations qui ont été faites à Valto, mais ailleurs également. Donc, on vous proposera des formations en coaching, des coachings de design d'expérience. J'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'en fait, c'était Daniel Rey qui l'a dit, mais c'est devenu ma phrase fétiche. On s'interdit de dire tout le monde sait bien que. Ça, je crois qu'il faut être clair. Et donc, pour donner une vision globale et partagée du territoire, il y a une étude qui est en cours. Donc, on a travaillé avec la Célabel pour ça, mais avec tous les services et notre base de données. On aura les rendus, je pense, d'ici 1 mois, pour comprendre, non pas dans la tête de Grégory, d'André, de Philippe, de Marlène, qu'est-ce qui satisfait les clients, parce qu'en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et on aura donc un rendu de cette étude, où on verra, d'après les clients, qu'est-ce qui est basique, qu'est-ce qui est un peu plus important, qu'est-ce qui est essentiel, et vous verrez qu'il y aura des surprises. Et ce qui ressort de ces études-là, c'est pas ce qui ressort à la PAC, c'est pas ce qui ressort à Courchevel. On aura des résultats d'ici 1 mois. Une autre action, c'est de valoriser les initiatives individuelles. Alors, une idée, mais il faut que vous soyez d'accord, parce que s'il n'y a pas de participants, ça ne sert à rien. C'est que moi, j'aimerais bien créer un prix de l'initiative des petits plaisirs et des grandes émotions. Et j'adorerais que l'hiver prochain,
on se retrouve à la même date, et puis André soit ici avec des coupes, des petits plaisirs et des grandes émotions, et remettre à chacun, enfin en tout cas à ceux qui auront eu les meilleures initiatives, l'initiative du petit plaisir et de la grande émotion. C'est pas très, comment dire, on n'a pas eu beaucoup d'émotions. C'est pas que l'émerveillement, c'est pas que la joie, c'est la gratitude, c'est la curiosité, ce qu'on peut apprendre à quelqu'un. Tout ça, on est dans le registre de l'émotion. La fierté. Un parent, je ne sais pas si vous avez déjà vu, enfin, Guillemette peut le savoir mieux que moi, mais les parents, en fait, ce qui compte, c'est qu'à la fin, ils puissent poster sur Facebook l'enfant avec la médaille. C'est ça qui compte. C'est hyper important et ça, c'est une émotion. Et avec Guillemette en photo, quand même. Ouais. Faut qu'ils en profitent, hein. J'espère que tu as été bien pris en photo cette année, parce que... Deuxième pilier, encore une fois, il y en a 40 des actions. Dans le faire vivre, penser chaque moment des vacances de nos hôtes comme un potentiel de petits plaisirs, chaque même minute, chaque instant. Mixer le hard et le soft, je vais expliquer. Dans le hard, on a un projet de mettre en lumière la croisette. J'espère qu'il verra le jour bientôt. Céline en a parlé tout à l'heure dans les faiblesses de la station. Effectivement, une vraie faiblesse, c'est que la station soit éclatée en plusieurs quartiers. On pourrait considérer que c'est une opportunité et qu'en scénarisant ces passages, ce ne soit pas plus juste un chemin de A à B, mais un lieu d'expérience. Magnifier les lieux pour redonner de la grandeur à la station. En principe, l'année prochaine, à la Croisette, on devrait avoir un superbe espace scénique fixe, digne de ce nom, qui va nous permettre de faire des événements et des animations et des remises de prix à la hauteur de ce qu'est une station valeur sûre. Parce que là, on n'y est pas tout à fait quand on monte des choses pas tout à fait bien calées. Alors, là, j'aurais dû appeler Pascal, parce que la liste est très longue de tous les investissements qui vont être réalisés par les remontées mécaniques et par le service des pistes, parce que c'est juste essentiel, c'est aussi le cœur de notre produit, pour anticiper les aléas climatiques. Un plan neige de culture, vous l'avez vu déjà cette année à Saint-Martin, à des enneigeurs basse pression, ça va continuer. Aménager les pistes pour diminuer les besoins en neige de culture. L'année dernière en Autriche, on a vu nos voisins, c'est 80% d'enneigeurs du domaine enneigé. Bon, on est à, Claude, l'autre fois j'ai dit 50, tu m'as dit c'est un peu plus. Voilà, on va dire 55, 60. Sécuriser le plus rapidement possible le domaine en cas de forte chute de neige, on parle des pipas notamment, et de la façon dont on communique. Préparer, développer le réseau de pistes, remplacer les engins de damage. Alors ça c'est plus le sujet de Benjamin. Moi je vois pas toujours la différence parce que c'est pas moi qui l'aime la nuit. Aménager de nouvelles pistes, donner accès à de nouveaux espaces en boostant des espaces comme la masse. Hein, Céline l'a dit, c'est un secteur qui n'est pas assez fréquenté, c'est vraiment dommage parce qu'on adore. Améliorer et développer l'offre débutant. Améliorer le sentiment de sécurité sur les pistes. Benjamin travaille beaucoup là-dessus avec Philippe et toute l'équipe. On parle d'activité luge, vous avez vu comment on a remplacé le château de la Glisse par le Bouctis Snowcamp cette année. Vous avez vu également, on a tenté cette année, donc tous les jeudis, de faire un moment fort, et pas que en vacances scolaires, un moment fort de spectacle, c'est les Thursday Night Show. J'en ai zappé une. Créer des surprises et des émotions sur le domaine skiable, on a eu un bon exemple des choses qui ont déjà été faites cette année, parce qu'en fait, ce qu'on présente là, depuis 1 an et demi, on le fait déjà. Les remontées mécaniques, on saisit l'opportunité de la Saint-Valentin ou de Carnaval, notamment de Saint-Valentin, pour créer quelque chose qui est du ressort de l'animation et de l'expérience. Et effectivement, ils ont fait vivre à nos clients qui ont dû gagner un repas dans les télécabines. Et là, en termes d'expérience, c'était juste dingue. Et tout à l'heure, je vous disais, il faut sortir de nos silos. D'un seul coup, le personnel des remontées mécaniques, ils sont devenus animateurs, créateurs d'expériences, etc. C'est tout le sujet. En plus, ils sont éclatés, ils ont envie de refaire ça, ils ont plein d'idées. Faire venir, je passe sur les grands points, on a parlé très 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 longuement, pour connaître et comprendre nos clients. Une base de données, c'est Géraldine qui en a parlé tout à l'heure, 400 000 contacts, 140 000 emails qui sont animés de manière hebdomadaire pour ceux qui séjournent et de manière, on va dire, bimensuelle pour les autres et tout au long de l'année. Et puis on parle de business intelligence, on essaye de deviner ce que va être le comportement des clients. Mais vu ce qui s'est passé avec Trump et avec les primaires de l'UMP avec Fillon, on voit bien que c'est très difficile et que même les meilleurs sondeurs ont du mal à anticiper ce qui va se passer. Optimiser le remplissage, c'était un des objectifs tout à l'heure, au tout début de la présentation. La création des meilleurs tours y contribue largement. L'idée, effectivement, c'est
d'accueillir tout type de clientèle, d'accueillir des groupes, d'accueillir Nagui Week, d'accueillir Slow Show, deux groupes qu'on a accueillis pour la première fois cette année qui veulent revenir, les deux. Donc on est super contents, ça veut dire qu'en fait on sait faire. Là c'est Babel qui a repris la résidence Chante-Neige qui nous permet d'accueillir des groupes pour répondre à la faiblesse relevée par Céline tout à l'heure. Alors, on a presque fini. Je te remercie Marlène. Vous verrez tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Je pense que vous l'avez compris, on s'est posé la question de dans quel monde on était. Deuxièmement, qui on était. Troisièmement, comment on le disait, comment on parlait de nous. Cinquièmement, comment les gens allaient pouvoir s'emparer et que collectivement on porte le même message. Et sixièmement, surtout, le gros pilier de la démarche aussi, Marlène, et on peut lui faire confiance avec son équipe. Il y a déjà une première quarantaine d'actions qu'on a à mettre en place, mais il suffit qu'on les afferme 3 jours et on aura 200, puisque maintenant les choses sont posées, on sait d'où on est, on sait qui on est et on sait où on veut aller. Alors du coup, on arrive pratiquement à la conclusion. Je voulais vous dire aussi que, monsieur le maire, on va vous amener un micro. Tout ça, tout ce qui a été dit, vous allez le retrouver là, dans le guide de marque. C'est un travail colossal qui a été fait par Marlène et son équipe. Il y a plus de 150 pages, c'est la Bible. Vous allez avoir les mots pour le dire, les photos pour le dire, vous allez avoir le résumé de tout ça. Et vous pourrez le récupérer tout à l'heure dans la salle Léo Lacroix, repensée pour l'occasion. Et on vous demandera un petit engagement quand même, parce qu'une marque, une marque s'engage. Et vous le verrez. Il y a quelques surprises qui vont arriver, il y aura quelques photos, quelques vidéos, et puis j'en dis pas plus, c'est une surprise puisqu'on est friendly. Et je vais donner la parole à monsieur le maire qui va conclure. Eh oui, eh oui. Alors j'espère que, comme moi, vous avez apprécié la qualité, le professionnalisme des intervenants. Vraiment, je vous remercie. Il faut vraiment mériter les applaudissements, parce qu'il faut bien mesurer ce qu'il y a en amont de tout cela. C'est un travail énorme. J'espère que, comme moi, vous êtes convaincus par les orientations qui viennent d'être données, par les nouveautés. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est important de se démarquer, de toujours être un petit peu en avance par rapport aux autres. Et moi, je crois vraiment qu'avec ce qui vient d'être présenté et que nous allons mettre en œuvre tous ensemble, nous allons garder cette avance sur nos concurrents. J'en suis persuadé. Voilà, c'est facile d'être un chef d'orchestre quand on a de très bons musiciens, c'est le cas ici. Voilà, je voulais vous le dire. Et puis moi, ma devise, c'est pas diviser pour régner, c'est rassembler pour gagner. Voilà, ça sera ma conclusion. Voilà, bravo, c'est bien. Allez, je vous remercie, on vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère qu'on n'a pas été trop long. On est passionnés, on a plein d'idées et maintenant, place à la soirée.